Salut tout le monde, mon nom est Sylvain D. Desjardins et bienvenue sur mon podcast Envoie donc. Envoie donc, c'est un podcast dans lequel on rencontre des artistes ou des gens d'affaires qui nous parlent d'un moment clé de leur vie dans lequel ils ont décidé d'embarquer dans un projet qui a changé leur vie de façon phénoménale. Parce que souvent, on résiste. On se fait demander des choses, puis on est là, « Ah non, ça ne me tente pas ». Mais des fois, on dit oui, puis ça change tellement le cours de notre vie. Et cette semaine, on reçoit mon ami Jay Lefebvre. Jay Lefebvre, il est réalisateur et producteur musical. Il a collaboré et collabore encore avec Rock Voisine, Wilfrid Leboutillier. Il a travaillé avec beaucoup de gens de la cuvée de Star Academy et plusieurs autres artistes. Il a été nominé plusieurs fois à la disque et il nous parle de sa carrière. On va parler de l'industrie du disque, les changements qu'il y a avec les nouveaux médias sur la distribution des revenus. Donc, comment ça fonctionne? Y a-t-il des pistes de solutions avec les changements? On parle aussi de la qualité audio parce que depuis le disque vinyle à version numérique d'aujourd'hui, il y a eu la perte de qualité qui s'est faite. Donc, il va nous expliquer ça. C'est une émission qui est vraiment cool. Sincèrement, là, j'ai adoré faire cette émission-là. J'ai appris plein de choses. Et puis, on t'invite aussi à laisser des commentaires, liker ou partager. C'est toujours le fun d'avoir du feedback sur ce qu'on fait. Et puis, bonne émission et bonne écoute. Moi, je suis le Steve Jobs du podcast. Oui! C'est moi, oui, ça. C'est toi. Ouais, mais tu es encore vivant. C'est ça la différence. Je suis pas milliardaire. Oui, c'est ça. Petite différence. Petite différence de budget. Oui, mais ça. Je travaille là-dessus. Ça va y arriver à un moment donné. Peut-être à 99 ans, je vais faire mon premier milliard, je vais mourir. Voilà! Je vais rentrer dans le compte. Crise de cœur. Ben, c'est ça. Fait que, écoute, Jay. Yes. Vous appelez Jay? Oui. Parce que ton nom complet, c'est pas Jay. C'est Jean-François. C'est Jean-François. Mais on était 3 Jean-François dans la même classe au secondaire. Jean-François Stinko, qui est guitariste dans Sepoplan, qui est un ami. Jean-François Saint-Amour, qui travaille pour Google en Californie maintenant. Et Jean-François Lefebvre. Puis, comme on était dans le West Island, il y avait des anglophones, surtout comme amis. Un Jeff, un Jay, puis un JF. Puis c'est resté. Puis moi, c'était Jay. Puis l'autre, c'était Jeff Stinko. C'est parti de là. T'es devenu Jay à l'école primaire. C'est ça, le moment tournant. C'est primaire ou secondaire? C'est secondaire. Secondaire. Ouais. Donc, ça a commencé là. Ton nom de star. Le nom de star. A commencé au secondaire. C'est ça. Grâce aux autres. Grâce aux autres. Trop de gens. Il y a trop de mêmes noms dans la même classe. 3 pareils. Moi, je suis chanceux, je m'appelle Sylvain. Puis Sylvain. Les parents qui n'avaient pas de coups, il n'y en avait pas de tant que ça. Ouais. Il y avait juste moi qui avait. Il y avait juste toi, finalement. Il y avait des drôles de noms. Donc, écoute, je suis super content de te recevoir. Et puis, comme on se connaît, ça fait une couple de, mettons, plus de 10 ans. Oui, quelque chose comme ça. Plus de 10 ans. On se rencontre pas souvent, mais quand on se rencontre, on fait ça comme il faut. On fait ça comme il faut. Ouais. Parce que, écoute, on est 2 entrepreneurs, puis on a plein de projets, plein en tête. Et puis, on a tendance, quand on embarque dans nos explications d'idées, là, ça finit plus. À fond. Pour nous autres, c'est correct, mais s'il y a une 3e personne, elle trouve ça pénible. Des fois, ça peut être difficile. On peut être difficile à suivre un peu, hein, des fois. Ouais, ben oui. Ça, ouais. Fait que, écoute, t'es producteur musical, réalisateur, musicien, mais ton corps, c'est d'être producteur aujourd'hui. Oui. C'est principalement ça. Tu as travaillé des projets, et tu travailles encore, des projets d'envergure, avec Rock Voisine, avec les Gentlemen. Les Gentlemen. J'essaie de trouver, parce que je m'en allais dire Garou, Corneille et exactement, Rock, c'est ça. C'est les Gentlemen. Tu as travaillé avec eux autres. Tu as travaillé beaucoup avec de la cuvée de Star Academy. Oui, Star Academy. La dernière cuvée 2012, en fait. Écoute, il y en a plusieurs avec lesquels j'ai travaillé. Il y a Simon Morin, il y a Jean-Marc Couture, il y a Andréane Leclerc, il y a Wilfrid Leboutillier, il y en a plusieurs. Wilfrid, c'est-tu toi qui avais fait son premier album? Wilfrid, c'était pas 2012, par contre. C'est Star Academy, par exemple. C'était le premier gagnant. C'est le premier gagnant de Star Academy, oui. On a fait un album ensemble en 2013 avec mon frère Sébastien, qui est dans Simple Plan. On l'a réalisé ensemble. Ça s'appelait Je poursuis ma route. Un excellent album de Wilfrid. C'est lui qui est arrivé avec ses propres chansons, en fait. C'est pour ça que c'est authentique à ce point-là, je pense. Oui. Puis, c'est ça, il l'a dit, il vient de le dire, son frère est dans Simple Plan. Donc, qui est guitariste, chanteur, back vocal, beau bonhomme à son temps. Oui, beau bonhomme à son temps. Puis, tu as aussi travaillé 2 tournes acoustiques. Oui, avec le groupe des chansons qui ont été dans les films de Disney à l'époque, une version acoustique de Perfect, qui est une chanson quand même assez marquante pour le groupe. Oui. Et puis, une version acoustique de Welcome to My Life aussi, qui avait été scorée
quatuor violon par Bob Buckley, qui est le gars qui écrit tous les violons pour Disney. Sérieux? Fait, pour une époque, ouais. Fait que c'était assez spécial de diriger ces gens-là en studio, en fait, les violons, puis de faire produire, en fait, réaliser la version acoustique qui s'est retrouvée dans certains films. Je pense que c'est un film avec DJ Qual, une affaire de high school, quelque chose de le fun, un film de Disney de l'époque. C'était le fun. Film de Disney. Là, écoute, on va travailler ça, on va te ramener un peu. Moi, ce qui m'intéresse, on va te partir à zéro. Là, quand tu étais jeune. Oui. Moi, je veux savoir comment tu te ramassé. La musique, quelle place la musique avait dans ta famille quand tu étais petit? Y en avait-tu une premièrement? Oui, absolument. Raconte-moi ça. Mon père a toujours gratté un peu de guitare, les mêmes 3 chansons en boucle qu'il connaissait. Fait que il a toujours aimé la musique. Il y en a toujours eu chez nous. De l'écoute de vinyle quand on était tout petit, là, pas juste du passe-partout qui roulait à Télé-Québec. Sur le tourne-disque, il y avait du Robert Charlebois, il y avait du Harmonium, il y avait du Beau Dommage. Il y avait beaucoup de trucs français, en fait. OK. Beaucoup de trucs québécois et de la chanson française. Mais il y avait aussi du Cat Stevens, il y avait aussi Simon & Garfunkel, il y avait des trucs comme ça. Fait que mon père jouait les 2-3 mêmes chansons à la guitare. Ma mère jouait du piano classique. OK. C'est sur métier ou... Non, mes 2 parents sont psychologues. Ça, on s'en parlera sur une autre session. Mais, si tu veux, session, ou tantôt tu me repogneras dans le détour. Okay. Mais oui, fait que... Donc, vous êtes techniquement des enfants équilibrés. Parfaitement équilibré. Oui, parfaitement. Je dis parfaitement avec les doigts croisés ici sur le côté. Oui, c'est ça. Oui, fait que ma mère jouait un peu de piano classique. Puis comment ça a débuté, je te dirais. Moi, j'entendais des chansons à la radio, puis j'allais m'asseoir au piano, puis je jouais les mélodies de chansons qu'on entendait à la radio. Puis ma mère, elle me disait, « Wow, moi, je suis capable de lire les notes qu'il y a dans le cahier, mais je peux pas jouer des chansons que je connais pas ou que j'ai pas appris. » T'as l'oreille. T'as une oreille, t'as un talent. Est-ce que ça te tente? Puis j'ai commencé tard, en fait. Les premiers cours de clavier, c'était... je pense que j'ai commencé à 12 ans. 12 ou 13 ans. Fait que c'est quand même tard dans le développement. Oh, mais... Pour dire que, il y en a qui commencent le piano classique à 5 ans, mais... Il y en a qui, pareil, ont comme un plan. Puis, oui, c'est ça. Mais toi, c'était par rapport à une découverte de talent. Là. Exactement, c'est arrivé comme ça. Puis là, j'ai poursuivi le cégep là-dedans, puis j'ai fait mes études en musique. En musique? Oui, absolument. Cégep de Saint-Laurent en jazz. En jazz? Dans la même année, en fait, on s'est croisés sur des cours que Ariane Moffat et Marie-Pierre Arthur. On était sur les mêmes... sur les mêmes genres de cours, les mêmes genres de cours de combo. Des fois, il y a des cours de groupe, des fois, il y a des cours d'harmonie, d'ensemble, d'analyse d'écriture classique et ou contemporaine. Et puis, on se croisait, on était dans la même Donc, tu jouais du piano? Oui. A priori? Oui, a priori. C'est l'instrument qui est arrivé en premier? Mon instrument principal, oui. T'es-tu une personne qui... t'étais-tu à ce moment-là une personne qui écoutait beaucoup de musique? Oui, quand même assez. Ça faisait partie de ta vie de façon importante? Beaucoup, je te dirais, oui. Puis, t'avais-tu d'autres membres de ta famille qui jouaient aussi, t'as juste un frère, dans le fond? J'ai un frère et 2 sœurs. Okay. Écoute, qui jouait de la musique? Tout le monde un petit peu à l'école. Là. Tout le monde a appris de la flûte à bec. Là. On ne sait pas comment faire un budget ni un CV, mais on sait comment jouer de la flûte à bec. Oui, et je te dirais que Sébastien... il a ramassé la basse, je pense, en premier. Okay. Il voulait faire de la musique lui aussi. Ça l'attirait. J'y ai montré à faire une coupe d'accords à la guitare pour repiquer ses chansons de Offspring, Green Day, des choses comme ça. Puis mon père aussi, il en a montré un peu de guitare. Ouais, c'est ça. Les 2 accords et demi sur les 3 chansons qu'il connaissait. Non, mais écoute, puis oui, c'est parti de là. Je pense que les sœurs, il y en avait déjà un petit peu. Les sœurs n'ont pas bifurqué sa musique? Ma sœur, qui n'est pas plus vieille que moi, mais la plus vieille des 2 sœurs, travaille pour la Banque nationale. Et puis la plus jeune, en fait, oui, a commencé le cégep en saxophone, puis elle s'est dirigée vers genre de recherche biomédicale par la suite. Ah, c'est bon. Qui est un peu différent de la musique, finalement. Tu sais, comme... Donc, tu étais à l'école Saint-Laurent, à cégep de Saint-Laurent. Au cégep de Saint-Laurent, en musique. Oui. Puis, est-ce que tu te sens sur ton X dès ce moment-là? Absolument. Tu as des doutes? Non, ça s'est confirmé très tôt, je te dirais. Je savais que je voulais faire ça dans la vie. Ce que je savais pas, c'est que j'allais pas jouer sur les scènes du monde. Ouais. C'était comme un peu ça le premier plan, de faire un groupe de rock international et puis de me promener partout à travers la planète
puis de réaliser finalement que c'était pas le focus premier pour moi, c'était pas le côté interprète du musicien, mais c'était le côté plus analytique de la composition de la chanson, de l'exécution de la chanson, de trouver la bonne vitesse, la bonne clé pour chanter pour le chanteur, puis tout ça qui a fait que je me suis ramassé plus en arrière rapidement par choix de me dire wow, il me semble que diriger un band, entre guillemets, trouver que la batterie joue pas la bonne chose, la basse joue pas la bonne chose, que la guitare joue trop de notes ou des trucs comme ça, c'était ça qui m'a fasciné très tôt. Dans le fond, c'était toute l'analyse du spectre musical, de vraiment chacun des instruments, puis de un peu nettoyer, parce que des fois, comme musicien, tout le monde va en mettre plus. C'est ça, oui. La guitare, il veut plus de solo, le drummer, il veut mettre plus de stock. Mais c'est ceci, puis à un moment donné, ça fait une tonne un peu trop chargée. Oui, ça peut arriver, ça. Fait que contrairement à la croyance populaire de dire on va rajouter quelque chose, des fois, la solution, c'est dans une des 4 personnes du band ou 6 personnes du band, quelqu'un doit enlever un élément pour que les éléments des autres autour ressortent. Ouais. Puis là, ça rebalance parce que si tout le monde ajoute tout le temps, c'est comme monter les volumes de chaque piste. Un moment donné, tout le monde distorsionne puis on n'entend plus rien. Des fois, on baisse juste le plus fort puis tout se place. Donc, tu es au cégep, tu découvres vraiment le métier que tu vas faire de ta vie, mais c'est chanceux parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont à l'école, qui étudient, puis ils se rendent compte qu'ils n'aiment pas ça. Ouais. Des fois, à plusieurs reprises, il y a des gens, j'en connais des gens qui ont des bacs, qui ont plein d'affaires, puis à chaque fois, ils sont comme j'ai pas choisi. Finalement, c'est pas ça que je voulais faire. La solution, c'est écoute pas le conseiller. Écoute pas tu peux tout faire, toi, dans la vie. Ouais, ben justement, je pourrais. Qu'est-ce que je devrais faire? Quelqu'un fait tout. Fait que, donc, tu es sur ton X. Confirmé. C'est quoi ta première gig qui confirmait ton que tu allais être producteur dans la vie? Ouais. Parce qu'avant ça, quand tu as sorti de l'école, tu as dû... J'ai travaillé dans des studios d'enregistrement comme technicien. C'est ça, tu n'as pas fait comme certains, ils vont travailler dans des métiers qui n'ont qu'un rapport, où tu l'as fait. Non, j'ai été chanceux parce que déjà au cégep, j'ai été recruté par le Ital Melody. Oui. J'ai commencé à donner des cours de musique. Ital Melody, c'était une des institutions qui vendait des instruments de musique. Et il y avait une école de musique à Montréal qui est fermée. Oui, qui est fermée aujourd'hui, malheureusement. Quelques années, malheureusement, mais c'était un des magasins forts. C'était un flambeau de Montréal. Il y avait Steve Music et eux autres. Oui. Archambault, Steve Music, puis Ital Melody, il y en avait 3, puis c'était ça qui était ça. Pas mal. Okay, fait que j'ai été recruté comme professeur là-bas. J'ai enseigné, je pense, 2 ans et demi jusqu'à avoir une trentaine d'étudiants par semaine, ce qui est quand même assez élevé. T'enseignais quoi? J'enseignais le piano et le clavier. Okay. Fait que c'était débutant à intermédiaire. Pourquoi parce tu dis que j'étais encore aux études dans ce temps-là. Le clavier, c'est pas... de mon œil... Ouais, c'est ça. C'est la même affaire. Est-ce que tu connais Normand Lamour? Oui, je connais Normand Lamour. Normand Lamour, c'est clavier. Ouais. Est-ce que tu connais Alexandra Streliski? Oui. Bon, ben elle, c'est piano. Okay. Tu vois la différence? Tu penses pour le style? C'est comme un... Oui, c'est ça. C'est comme il y en a un qui joue, puis il y en a un qui joue. Oui, c'est ça. Qui a du fun un peu. C'est comme un bang puis un bagel. C'est comme pareil, mais c'est pas ça pantoute. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que quand le monde y rentrait dans le cours, ouais, c'est ça. Ça te non, prend c'est pas ça. C'est l'autre bout. Fait que ça aurait été le tout. Fait que faut que je le trouve. Ah, voilà, là, on sait où. On l'a pour le prochain coup. Fait que... ça me fait rire un peu, parce que le gars, il arrive, tu le vois, tu te dis, non, toi, t'as une tête de gars de clavier. Oui, c'est ça. C'est toi qui donnais rien. Parce que t'arrives, tu te fais apprendre à jouer du piano, mais tu dis pas, moi, je veux jouer du... Là, on rit pas des gens qui jouent du clavier. On fait juste dire que comme professeur, quand tu reçois du monde dans ton cours... Faut que tu évalues ou les enligner. Il y en a qui partaient à zéro. Il y en a qui venaient juste d'acheter un clavier puis qui voulaient apprendre un peu à faire la musique. Il y en a pour qui le but, c'était, moi, je veux jouer tel type de chanson dans le populaire. J'aime Elton John, j'aime des choses comme ça où je veux jouer. À l'époque, c'était très fort. Là, je pense que c'était Titanic de Céline Dion, des trucs comme ça. Puis ça s'accompagne bien avec des séquences, comme on dit, sur le clavier. Ça veut dire que la chanson joue presque tout au complet. Puis toi, tu rajoutes l'instrument manquant à la séquence. Fait que ça, c'était pour certains types de personnes. C'était plus,
j'ai de la misère avec... Je suis droitier, j'ai de la misère avec ma main gauche. Ouais. Je veux juste jouer de la main droite. Je veux apprendre une couple de chansons puis m'accompagner avec de la musique automatique, entre guillemets. Tu sais. Puis ça se fait bien sur le clavier parce que sur un piano, il n'y a pas de portion digitale, entre guillemets. Donc, fait que ça dépendait du client. Il y en a qui disaient, ben moi, j'aimerais ça apprendre du classique, puis je veux lire la musique. Fait que là, on allait plus sur le piano que sur le clavier. C'est vraiment comme ça. C'est au premier cours que... Ça se transfère. Finalement, l'étudiant, je veux dire, la personne qui vient te voir, t'enligne un peu vers ce qu'elle veut faire. C'est bon. La raison pourquoi elle arrive, tu sais, c'est moins pire que... C'est moins baveux que moi. Je vois le gars arriver, tu dis, je joue de la musique. Ah non, toi, t'as une tête de gars de clavier. Tu vois, on va te faire la toune... Normal Amour, poignée de porte. Volume 2, oui, c'est ça. Volume 2. Oui, ou volume 3, contre-attaque. J'ai jamais su comment de volume qu'il y avait Normal Amour. Mon Dieu, je sais pas. Moi, ce serait plus volume à off, mais ça, c'est... Si jamais il y a quelqu'un qui connaît la collection, la musicographie, en grosses parenthèses, de Normal Amour, on est bien curieux de ça. Oui, on pourra faire une session d'écoute. Session d'écoute. Commune, en groupe. Donc, subventionné par la compagnie qui vend du pot. C'est comme. Oui. Ça s'appelle. Je sais pas le nom. Je cherchais le nom, c'est pour ça que j'hésite. Je ne jette pas. C'est quoi le. SQDC. La SQDC. Ouais, c'est gars, les gars. Hein. Fait que. Il n'en prend pas en tête. Souvent, c'est la SQDC qui organise ça. Ouais. Une écoute de Normal Amour. Une écoute de Normal Amour, oui. C'est ça. L'intégrale. Glorifié. Oui, c'est ça. En 3D là, ou en 4K, là. En tout cas, ça prend ça. On ne sait pas. Ouais. Mais, ouais. Une lettre puis un chiffre. Là. Une lettre et un chiffre. Voilà. On dit n'importe quoi. Fait que, donc, on était rendu là. On parle. T'es enseignant. Oui. T'es chez Time Melody. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui débloque? Parce que moi, ce qui m'intéresse, là, c'est qu'à un moment donné, dans la vie, tu as des opportunités qui passent. Oui. C'est ça qui va tracer la ligne. Alors, ça se passe ou ça se passe pas. C'est ça. On y va graduellement vers ces moments clés, là. Donc, j'étais là dans un local en train de donner des cours. Puis, des fois, c'était des demi-heures, des fois, c'est 45 minutes, des fois, c'est des heures. Puis des fois, il y a des étudiants qui sont malades ou qui ne se pointent pas. Fait que tu as des demi-heures de lousse. Puis, comme j'étais encore aux études, je pratiquais beaucoup. Oui. Je pratiquais des pièces de jazz, je pratiquais du pop aussi, tu sais, entremêlé, là, des fois. Et le professeur de guitare juste à côté, qui s'appelle Patrick Kelly, qui est un guitariste exceptionnel, qui a joué avec Cashtin, Francine Raymond. Mon Dieu, il en a fait tellement. Là, il est pour le Cirque du Soleil depuis, je pense, une dizaine d'années. Il se promène partout à travers le monde. M'a entendu jouer, puis il m'a dit « Hey, je travaille dans un studio d'enregistrement dans le Vieux-Montréal. Et puis, je suis guitariste, mais il faut que je joue du clavier un petit peu, des violons, je veux dire des parts de piano une fois de temps en temps pour la musique qu'on fait, la musique du téléjournal, des thèmes pour RDI, des trucs qu'il faisait avec Radio-Canada, avec RDI, avec des chaînes télé, pour des commerciaux, puis tout ça. Puis il dit, il me semble que tu serais pas mal, tu me sauverais un peu de temps si tu venais au studio 1 ou 2 journées par semaine pour jouer des parts. Il dit, moi, ça me sauverait peut-être ma semaine au complet de travail, comme toi, t'es pianiste, puis... Fait que j'ai dit oui. Fait qu'il dit viens me voir la semaine prochaine, on va se faire une petite session. Puis j'arrive là, puis je m'installe, et puis il me dit on a ce morceau-là, qu'est-ce que toi tu verrais là-dessus? Puis je me suis mis à jouer quelque chose au piano tout de suite, puis en fait, wow, OK, oui. Oui, est-ce qu'on peut t'enregistrer? Ben oui, tu peux m'enregistrer. Puis ils m'ont enregistré, puis finalement, ça a été utilisé. Je pense que c'est des extraits de pièces là, qui étaient dans l'ouverture d'RDI, là, dans ces années-là, là, 96, 17, 18, je pense. On est dans l'ouverture d'RDI. Fait que Matin Express... découverte, des trucs comme ça, là, je pense des thèmes. Là, j'ai joué des petites parts sur un petit peu. Des jingles. Ouais, c'est ça. Des thèmes, des jingles, de la musique. Pendant que je pense que c'est Charles Dissert là, qui expliquait les papillons sont une espèce rare. Puis là, il y a de la musique en arrière et des choses comme ça. Fait que c'était, oui, c'est ça. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'était de la musique en arrière. Donc, c'est tes premiers gigs. Oui. Après, OK. Puis là, j'ai vu ce que c'était d'être ingénieur de son. Ouais. Là, j'ai vu ce que c'était. J'ai côtoyé des réalisateurs de plateau. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi. Ouais. Parce que
explique, c'est quoi un ingénieur de son ou les différents aspects Okay. du métier, c'est quoi? Je te dirais peut-être technicien quand tu commences parce que j'ai été chanceux de faire des sessions comme ça puis tout de suite. Oui. Sauf que le studio aussi m'a engagé comme technicien à temps partiel ou pour une session par-ci par-là. Oui. Là, tu installes des pieds de micro, tu branches les fils, tu prépares des fois les cafés, les paroles imprimées pour les chansons des gens. Puis il y avait beaucoup de post-synchro qui se faisaient au studio là-bas. Donc j'ai vu passer, écoute, ça, c'est les années de 10-07. Fortier, Simone et Chartrand, des grosses téléséries, en fait, TVA puis Radio-Canada, puis tout ça. Fait qu'on avait Sophie Lorrain qui venait, il y avait Gildor, il y avait des comédiens super connus, même Benoît Brière, là, à l'époque de La Petite Vie, avec le français, puis la baguette, puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est des gens qui passaient au studio à toutes les semaines. Et puis que moi, je préparais les pieds de micro, les fils, les cafés, puis as-tu besoin de quelque chose? Non, tout est beau, je prendrais un mouchoir, Fait que ça, c'est plus comme technicien. Il faut commencer en quelque part. Fait que je faisais ça en temps partiel, en plus de faire les sessions là, de jouer. Puis ingénieur, c'est le gars qui est assis en arrière de la console, qui comprend que faut pas que le micro soit trop fort, que faut pas que telle machine soit dans telle machine. Pour que la bande rythmo, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi sophistiqué qu'aujourd'hui, il y avait une bande sur ruban, on appelle ça une bande rythmo, puis ça passait à l'écran en même temps que le vidéo. Puis il y a une barre en plein milieu, et les paroles défilent à toute vitesse, puis il faut que tu essayes de matcher un texte qui défile à toute vitesse, qui est complètement illisible, avec la scène qui se passe. Surtout si c'est une scène d'action et ça parle rapidement. Ça, c'était tout un art. Pour les comédiens qui devaient faire la post-synchro puis venir, là, ça, c'était assez intense, merci. Fait que comme ingénieur, tu dois t'assurer que tout est synché, toutes les machines se parlent, tout est au bon time clock, tout est, je veux dire, c'est la qualité d'enregistrement digital, pas trop de distorsion, pas trop de... Fait que je te dirais, c'est plus au niveau de superviseur du son, pas tu branches moins de micro puis tu regardes plus les boutons. Puis avec ça, il y a plus des réalisateurs de plateau, des gens qui vont diriger les comédiens, des gens qui vont diriger la session, autant pour un groupe de musique quand on parle d'un band, autant pour des comédiens quand on parle de post-synchro. Puis, écoute, je te dirais plus haut, ça, c'est pas vraiment une hiérarchie, mais c'en est une quand même. Tu as le producteur, la personne qui met l'argent pour s'assurer que le projet se déroule bien, donc avec l'argent investi. En anglais, c'est executive producer et producer. Fait que le producer, c'est celui qui réalise plus. En français, c'est plus comme producteur qui met l'argent et réalisateur, qui est le gars qui fait arriver les choses. Donc, le producer, le producteur, met les sous puis engage toute l'équipe pour gérer un petit peu ça. Comme dans le cas d'une compagnie de disques, le producteur, c'est la compagnie de disques, c'est la personne qui investit pour le studio, pour les déplacements de l'artiste, pour le transport, pour le gaz, des fois les restaurants, la production du spectacle, des choses comme ça. Puis engage des intervenants qui, eux, à leur tour, vont livrer un produit fini. À la compagnie de disques, la compagnie productrice. C'est bon. On va y revenir tout à l'heure, parce qu'on va j'aime ça décortiquer un peu les responsabilités ou l'étendue de ce que les gens font dans le métier. Et puis, c'est ça. Donc, tu travailles, tu fais des projets studio, tu fais du piano principalement sur des j'appelle ça des jingles, mais c'est sur des tracks. Et puis, continue si tu étais rendu, là, je t'ai sorti un peu. Fait que, on continue dans la suite de ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé là, après ça? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Écoute, mon grand chum de l'époque, Jeff Stinko, décide qu'il veut partir un band. Puis là, il y a dans la mire Pierre Bouvier, qui était chanteur de Reset, et Charles-André Comeau, qui est Chuck, qui était le batteur de Reset. Et il se dit, ces gars-là sont cool, ils tournent un peu, c'est le fun. Puis je pense qu'il les approche comme ça tout bonnement pour dire on devrait écrire une toune, un rentre dans le band de l'autre dans l'autre. Je connais pas les détails précis, mais fait qu'il y a une convergence à ce niveau-là, puis ça se met à écrire des chansons, puis ça se met à faire un projet le fun, et ça se passe. Et moi, écoute, guitare, je connais quelques accords, mais je joue pas de chansons à la guitare en tant que telle, tu sais. Je connais les positions d'accords puis tout, puis tu sais. Mais t'es pas un guitariste. Non, je suis pas un guitariste du tout. Et là, il me dit, ça prendrait un autre guitariste, ça prendrait... Puis entre-temps, je pense 6 mois plus tôt, mon frère avait commencé la guitare, tu sais. Fait que je dis, mon frère serait disponible, tu sais, c'est comme pas loin de nous autres, là, tu sais, quasiment relié de sang et d'amitié, tu sais. Fait qu'il dit, t'es un petit peu plus jeune que nous autres, là, tu sais, pas tout à fait le même âge, je pense qu'on a 3 ans de différence, tu sais.
qui n'est pas beaucoup, évidemment, mais j'ai dit, la meilleure façon que tu vas le voir ou que tu vas le savoir, c'est d'essayer, voir. J'ai dit, il joue bien, là, il se trompe pas, il est d'aplomb, il est solide, là, fait qu'il dit oui. Fait qu'il va à une couple de répétitions, puis ça se met à écrire des chansons, puis ça se met à répéter, puis je me rappelais, on faisait des harmonies de back vocal à l'époque sur I Do Anything, puis des affaires comme ça, tu sais. Ouais. Ce qui a amené à ce que j'enregistre un démo de I'm Just a Kid. Ah oui? Oui, absolument. Okay. Qui, j'imagine, dans le processus, les a aidés un peu parce qu'il travaillait avec un gars qui s'appelait Graham. Mais ça coûte cher faire des démos, des fois, en studio. Tu sais, quand tu veux la vraie patente avec une bonne qualité, faut que tu dépenses quand même certains sous, tu sais, qui, pour des jeunes musiciens, peut être très dispendieux, exactement. Ouais. Quand tu n'as pas une job à temps plein, tu es encore aux études, puis tout, ça peut devenir dispendieux rapidement. Fait que moi, je travaillais déjà en studio, j'avais déjà un intérêt pour ça. Fait que j'avais décidé de m'équiper, j'avais acheté l'ordinateur, les cartes de son, une coupe de micro pour la maison. Ouais. Et on avait fait ce démo-là dans un appartement qu'on avait, Papineau, Saint-Joseph. OK. On avait passé des fils jusque dans le sous-sol. À Montréal, oui, absolument. On avait passé des fils jusque dans le sous-sol. On n'avait fait aucun trou dans le plancher du salon. Et on avait passé des fils jusque dans le sous-sol pour pouvoir enregistrer des amplis de guitare fort et mettre la batterie, éventuellement. Et on a fait un démo de ça, là. Écoute... I'm Just a Kid. I'm Just a Kid, absolument. Et écoute... C'était pas probablement. C'était le premier genre de contrat que je faisais tout seul comme pas vraiment réalisateur, là, parce qu'il y avait déjà écrit la chanson, c'est pas moi qui ai écrit. C'est eux autres qui ont écrit la chanson, c'est pas moi. Mais comme réalisateur d'une chanson, la batterie fait ça, la guitare fait ça, la bass, les tones, les sons, puis tout ça. Puis écoute. Dans le fond, cette tune-là. Ça a parti comme. Ouais. C'est là que ça a commencé. Oui, qui ont tout refait par la suite, évidemment. Ils n'ont pas pris mon enregistrement. Mais oui, je te dirais que c'est probablement le point déclencheur. Tu vois, je ne l'avais jamais réalisé. Mais à cette heure qu'on en parle, c'est pas mal là. Ouais. Ça se dessinait déjà beaucoup, mais tu me parles du point tournant. Je pense qu'on a mis le doigt dessus. Ouais. Je viens de te sortir un vieux souvenir. Un beau squelette. Mais il est beau, ce squelette-là. Oui? Il y a des laids squelettes. Celui-là, il est bien beau. Il est bien beau. Ouais. Fait que, donc, ça a commencé comme ça. Ouais. Crème, c'est génial. Ça a commencé comme ça. En plus, ton frère est chanceux parce que ça fait 3 mois que tu joues de la guitare. T'embarques avec une gang, ça marche. Ça ressemble à ça, c'est honnêtement. Rare là, que tu vas t'acheter une guitare, tu vas te trouver un band, puis que ça va déployer à d'autres. Parce que souvent, ça fait plein de groupes, puis on connaît la vie. Oui, c'est ça. Donc, c'est une belle opportunité. C'est une opportunité que c'est en or, que c'est créé pour tout le monde là-dedans. Absolument. Okay. Ouais, continue, j'aime ça. J'aime bien tes histoires. Puis là, écoute, après ça, moi, je me suis approché d'une couple d'autres bandes pour perfectionner ton art. Tu sais. Ouais. La règle des 10 000 heures, on connaît ça. Hein? Si tu fais 10 000 heures dans quelque chose, tu es supposé de devenir finir par être pas pire, tu sais. Fait que je me dis, je vais me pratiquer, je vais offrir des démos gratuits à des bands. Fait que je me suis mis à enregistrer une couple de bands. Un band qui s'appelait Mackenzie First à l'époque, avec lequel j'ai eu vraiment du fun. Des gars qui écrivaient des super bonnes tunes. Puis je les ai chapeautés beaucoup. On a fait comme genre un album au complet en démo. Que j'ai sorti, mais là, tu perfectionnes ton art, puis tu sais, placement de micro, puis corriger des notes sur le vocal, puis reprendre la bass, puis puncher, puis tout ça. Fait que le côté ingénieur... y avait-tu le statut logiciel? On était Oui, j'étais sur Pro Tools 5 une des premières versions officielles de Pro Tools. Ouais. Ça fait tout un bail, comment dirais-je. Ben écoute, tout de suite après le cégep, début des années 2000, là. Ouais. On parle de 99, 2000, 2001. C'est à cette époque-là, là, avec un beau PC, probablement un 486, là, quelque chose en même. Là. Ça, c'était solide. Là, avec un gros écran là, qui va d'ici jusqu'au mur. Là, puis les écrans. Non, mais c'était tellement gros. Les cathodiques. Aujourd'hui, c'est plat comme ça. Là, à l'époque, qui était profond. Ça venait avec un mal de dos quand tu promenais avec ça. Là. Assuré garantie, c'était même marqué sur le papier. Ouais, c'est ça. Écoute, oui, c'est à partir de là. Fait quelques projets avec quelques bandes, des bandes de Trois-Rivières, des bandes de Québec, des bandes de la Rive-Sud. C'était-tu ton studio maison ou tu te promenais? C'était toujours un studio maison. Ouais. Tu sais, tu te faisais un coin, c'était toujours des appartements, là, pas mal dans ce temps-là, c'est sûr. Avec quoi? En 78, 2000, le 22 ans, là, d'habitude. Tu n'as pas acheté ta maison encore, non, là, pas se poser. Là, c'est ça. Techniquement, non, mais ça me fait que pendant que tu enregistrais, il y a un voisin qui nous disait « Hey, ça va faire le vacarme. » Ben, écoute, quand on faisait la batterie, on allait en quelque part d'autre dans les appartements. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais les guitares, il y a moyen d'en faire pas trop
fort. Ouais. C'est sûr que ça sonne pas comme du vrai rock and roll. Ouais. Mais ouais, ça se gère. Écoute, oui, c'est sûr qu'on faisait pas ça dans la nuit ni le soir. En théorie, dans le jour, tout le monde travaille. Fait que si tu fais des guitares 1h30 l'après-midi, Ça change rien. tu es supposé d'avoir la paix. Plusieurs années plus tard, je fais de la musique de pub, mais là, je trouve mes propres contrats. Oui. Chez BBDO, on a fait 3 campagnes de Budweiser. OK. Fait que c'est de la musique originale pour Budweiser, des spots de 30 secondes pour la télé. Des spots qui étaient, si je ne m'abuse, pan-canadiens. C'est quand même le fun. Ouais. Là, à l'époque, c'est des très bons montants pour des 30 secondes. Tu sais. Ouais. Ça a changé, ça. Pas mal plus que de travailler 8 mois sur un album que tu sais qui sortira probablement pas parce que les gars, ils n'auront pas de contrat de disque, là, tu sais, mettons. Là. Pas parce que c'est pas bon, mais parce que la vie, c'est la vie. Il n'y a pas beaucoup de groupes de musique qui se font signer. Ouais. La moyenne au bâton, disons, n'est pas élevée. C'est pas parce qu'il n'y a pas de talent. C'est pas parce que les bands sont pas bons. C'est juste que tu peux pas signer 1000 bands par mois puis les sortir d'une façon efficace dans le marché. Il y a un marché limité. Il n'y aura plus de place pour personne, mais il n'y aura même plus de place ces tablettes pour mettre des CD. Fait que c'est pour ça que les compagnies filtrent beaucoup. Là. Pas juste question de talent, mais question de contenu et de nombre de produits. Ouais. Donc, oui, je travaille avec BBDO, l'agence de pub. On fait 3 campagnes de Budweiser en ligne et c'est payant et c'est le fun. Puis 1 an ou 2 plus tard, c'est Star Academy qui arrive. Hein? Il y en a une couple qui... Star Academy arrive. Ouais. Puis après, parce que tu as l'émission de télévision, tu as leur album à eux autres de Star Academy. Mais après, les artistes doivent faire leur carrière. C'est ça. Puis c'est là que finalement, de fil en aiguille, à force de sourire avec tout le monde puis de faire une job quand même pas pire, il y a une couple de personnes qui viennent nous voir, dont Wilfred. Je te dirais Wilfred Leboutillier. C'est pas mal ça qui a donné... Est-ce que tu as connu le pourquoi, le momentum qui a fait que c'est toi qui es allé voir? Est-ce que tu l'as déjà su? Écoute, je pense qu'on s'était dit avec mon frère que ce serait le fun de faire un projet ensemble. Oui. Puis, je pense que c'est lui qui a approché la production de Starac. Ton frère? Oui. OK. Oui, absolument. Puis qui m'a dit, écoute... j'ai jamais fait ça. Moi, des albums, toi, ça fait des années que tu fais ça. Ce serait le fun qu'on le fasse ensemble. Ça fait longtemps qu'on se dit ça. Puis, évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Oui. Puis, on a fait ça dans mon studio à Brossard Beach. Écoute, j'étais tout installé. J'avais déjà fait le boot. J'avais passé les fils. L'équipement était là. Je faisais déjà ça. Fait qu'on est venu là. On est venu là pendant plusieurs semaines. On a pris notre temps. On se faisait des barbecues sur le lunch. On répétait, on prenait notre temps. Puis, écoute, Wilfred est arrivé avec des chansons qu'il avait écrites depuis plusieurs années qui étaient vraiment... Qui étaient vraiment bonnes. Ouais. Écoute, le secret du succès, c'est quoi dans un album? À l'extérieur de la qualité de la prise de son, du mixage, de l'enrobage, du coloriage que tu peux faire, de la qualité de la pochette et du produit physique, ça te prend des bonnes chansons. Ouais. Si tu n'as pas des bonnes chansons que les gens veulent chanter, des sujets qui les rejoignent, des trucs qui peuvent les faire vibrer, ça va juste aller... je dirais pas nulle part parce que c'est un peu cru, mais ça va aller nulle part. Je veux dire, ça prend des chansons que les gens vont s'identifier, qui sont capables de chanter puis se rappeler vraiment wow, je l'aime celle-là pour telle raison, à cause des paroles, à cause du mood, à cause du groove. Il y a de la profondeur dans le texte. Puis c'était super le fun. Il a fait un album vraiment, vraiment terre à terre et très cool, très inspiré. Et ça a été super bien reçu de la critique. Oui. Puis ça te donne un galon de plus, je te dirais, sur ton épaule. Ça donnait un grade de plus. Fait que là, à un moment donné, après ça, le téléphone sonne. Fait qu'il y a eu des singles, il y a eu du Cire Pathétique, il y a eu des collaborations avec Olivier Dion, il y a eu Andréane en mallette, il y a pour le thème de Vol 920, qui était l'émission de télé. Oui. Il y a eu, mon Dieu, plus récemment, il y a eu Simon Morin, de la même cohorte. Oui. Il y a eu Jean-Marc Couture, François Lachance, Wilfred Leboutillier, Brian Audet dans un remake de Je vais à Rio de Claude François pour la Coupe du monde de soccer. Okay. Fait que les 4 gars sont venus chez nous pour s'amuser puis chanter une couple de couplets puis une couple de refrains puis des trucs comme ça. Fait que oui, une belle gang de Star Academy, une gang de La Voix. Et fast forward à l'apogée, la gloire. Un gars qui s'appelle Mario Lefebvre, avec qui j'ai la chance de travailler. C'est comme un grand frère au Québec. On n'est pas reliés, là, on a le même nom de famille, mais c'est un grand frère de plusieurs artistes. Un gars incroyable qui a été
qui a été partout dans des grosses positions au Québec, qui a été gérant de Grégory Charles, qui a été gérant de Marc Dupré, qui est gérant de Rock Voisine depuis qui a été gérant de Garou aussi. À l'époque. Oui, absolument. Qui est gérant de Rock Voisine présentement, entre autres. Et on s'est tout de suite bien entendu la première fois qu'on s'est rencontrés. On avait été présenté par quelqu'un qui travaillait chez Sony qui s'était justement dit « Hey, il me semble, vous deux, vous allez bien vous entendre. » Puis on se met à parler, puis il me dit « Ben écoute, je te reviens là-dessus. On va faire un projet ensemble. Je sais pas quoi, je te reviens là-dessus. » Parfait. Une couple de mois plus tard, il me donne un coup de fil, puis il me dit « Hey, je parlais avec Rock aujourd'hui. » Fait que je dis « Oui, Rock Voisine. » Il dit « Ben oui, tu sais, c'est son gérant. » Je dis « Oh, oui, c'est beau, c'est juste pour checker. » Puis il dit « Ben, il y aura besoin d'un coup de pouce là, sur le dernier album. Il a tout fait à Nashville, puis c'est super cool, puis ça sonne super bien. Il y aura peut-être une couple de trucs qui manqueraient, tu sais, il n'est pas sûr. Je sais pas, un back vocal là, une guitare de plus, un loop, un synthé, une percussion. » Il dit « Je sais pas. » Il dit « Faudrait que tu regardes ça avec lui. » Fait que je dis « Wow, OK. » Il dit « Ben, si vous vous entendez, vous allez travailler ensemble. Si vous vous aimez pas à face, vous n'allez pas travailler ensemble. » Fait que parfait. Fait qu'il dit « Je vais t'envoyer les chansons, tu me diras ce que tu en penses. » Je dis « Parfait. » J'écoute les chansons. Je fais un rapport détaillé. Première tune, première intro, premier couplet. Moi, je pense qu'il manque ça. Premier pré-refrain. Moi, j'aurais fait ça, moi. Premier refrain. Ouais, ben là, la bass joue pas à bonne affaire. Dans le deuxième couplet, telle affaire. À chaque chanson, un rapport détaillé. Une analyse de nerd, ouais. Comme je peux être parfois. Je pense que ça prend ça dans ce domaine-là aussi. Oui. Quand tu gères plusieurs instruments ou plusieurs musiciens ou plusieurs choses, puis il faut que ça se passe, puis il faut que ça arrive. Tu as besoin d'un certain degré d'analyse et ou de perfection et ou de nerdité. Oui. Alors, je m'assume pleinement et j'envoie la liste. Puis 2 jours, pas de nouvelles. Tu dis, bon, c'est normal, c'est la vie. Là. La vie, c'est la vie. Tu sais. 3e journée, téléphone sonne. Ouais, ben Rock a bien aimé tes commentaires. Là. Rencontrez-vous, puis on verra qu'est-ce qui va se passer. On se rencontre en studio. Salut. Ouais, OK, ben j'ai bien aimé les idées. Fait que là, on va faire... c'est parti instantanément. OK, ça a parti, pas de niaisage. Pas de niaisage. L'ingénieur était là. Il y avait le souci du détail que tu avais, que je pense que Rock Voisine a aussi. Absolument. Donc, c'est venu se connecter ensemble, cloc, c'est ça. Directement. Il faut que je fasse la caméra. Oui. Quand même, ça s'est connecté. Oui. Puis, ça a décollé là. Oui. Une collaboration qui dure depuis. On vient juste de sortir les 10 ans d'Americana. Oui. C'est sorti le 25 octobre. C'est une compilation de 4 titres sur les 3 premiers volumes. Donc, 12 chansons qu'il y avait déjà sur le volume 1, 2, 3 et 3 nouvelles chansons. Un duo avec Isabelle Boulay. Oui. Une chanson qui a écrite et une chanson en français qui s'appelle Loin d'ici, qui Yves Descaries, qui est son ami de longue date, avec qui il avait écrit les gros tubes sur le premier album. Oui. Donc, 3 nouvelles chansons et on a fait cet album-là ensemble, entre 2 barbecues et un peu chez lui, un peu chez nous au studio. Oui. Puis c'est un grand plaisir pour moi de travailler avec lui. Moi qui ai tellement écouté la cassette à l'époque, le ruban a brisé. Alors voilà, c'est ça. Je te dirais que c'est pas mal le meilleur coup de ma carrière professionnelle. C'est sûr d'être considéré comme l'homme de confiance d'un aussi grand artiste pour nous. Écoute, en même temps, il y a une raison à ça. C'est que comme on disait tantôt, tu n'as pas fini ton art, puis tu as su décortiquer son projet, le documenter pour arriver avec ta vision à toi. Ouais. Ce que les gens ne font pas toujours aussi bien, aussi précis. Fait que je pense que ça t'a servi. Oui. C'est toutes tes petits bennes, ce que tu as fait avec l'autre gang. C'est ça. J'étais pas complètement fou d'avoir voulu pratiquer ça il y a plusieurs années. Y a-tu des moments que tu as eu des doutes dans ta carrière? Toujours. Si ce moment tu dis c'était plus dur financièrement ou plus dur parce que les projets ne sont pas toujours rentables. Tu sais, des fois, on travaille les subventions ou des fois, les artistes n'ont pas d'argent ou l'album sort, mais il ne pogne pas. Tu sais, tout ce qui peut arriver. Y a-t-il des moments que... je te laisse aller là-dessus. Écoute, remise en question constante après chaque projet. Ah oui, hein? Écoute, tu dis, c'était bon, hein? C'était correct, ça sonne bien. Il me semble que c'est pas pire, tu sais, ça. Mais c'est un peu normal quand tu es dedans. Ouais. C'est pas que tu as les oreillères fermées, mais presque. Ouais.
Écoute, j'ai dit les oreillères, les œillettes, alouettes. T'as un peu une vision de tunnel, tu sais, tunnel vision, quand tu te dis, OK, on focus là-dessus, on va travailler là-dessus. Ouais. C'est sûr que c'est bon parce que 15 personnes l'écoutent, puis l'approuvent, puis il y a une mise en marché, puis ça y va parce que tout le monde fait wow. Fait que, OK, ton travail est validé, mais toi, face à toi-même, après ça, c'est tellement intense, ces projets-là, des fois, qu'après, 2, 3, 4 jours, 5 jours, tu comme décompresses un peu. Ouais. Tu pourrais penser que tu es en vacances, mais pas du tout, parce que tu as tellement travaillé, tu es concentré sur un projet. Fait que là, tu te remets en question, puis tu te dis, ça va être quoi le prochain? Parce que quand tu es travailleur autonome, quand tu es entrepreneur, quand tu as ta propre entreprise, je veux dire, ce serait le fun de trouver un contrat qui paye 100 000 par année, puis qui te donne de la musique de pub en quantité industrielle, mais il y a déjà beaucoup de boîtes à Montréal qui sont établies comme ça depuis des années. T'sais. Fait que c'est pas le genre de truc que moi j'ai eu au long de ma carrière, mais ça a toujours été single après EP, après album, puis ça s'est quand même bien enchaîné. Mais je te dirais, la remise en question... constante. Constante. Hein? Ben oui, on a tous besoin de se faire valider notre travail par quelqu'un d'autre ou une petite tape sur l'épaule une fois de temps en temps ou tu travailles avec Rock Voisine, wow, oui, c'est le plus grand honneur de ma carrière professionnelle et mélanger avec le personnel, mélanger avec la naissance d'un enfant et j'en ai 2, tu le sais, et ton amoureuse de vie et toutes ces choses-là, c'est tout magnifique, mais je veux dire, tu t'attends pas à avoir l'apogée. Je veux dire, Montréal, il y a quoi? Simple Plan, Corey Hart, Céline Dion, puis Rock Voisine, pour moi, je veux dire, qui a fait un kaboom monstrueux à l'international. C'est ça, il n'y en a pas 12, 15, 20, 30, 40. Donc, c'est magnifique de te retrouver là. Mais oui, c'est quoi le prochain? C'est quoi la suite des choses? C'est quoi qui... l'industrie n'est pas à son meilleur... L'industrie musicale a muté, a changé beaucoup, parce qu'avant, c'était la vente d'albums classiques, les spectacles, et maintenant, avec l'arrivée des médias sociaux, l'arrivée des Netflix, l'arrivée de tout ça, ça a changé la façon de faire. La source de revenus pour les artistes est différente. Il y a une adaptation qui est en train de se faire, qui n'est pas encore réglée, parce qu'il y a beaucoup de gros joueurs qu'on sait qui vont facturer des abonnements mensuels, mais peu d'argent tombe en bout de ligne dans la poche de l'artiste. On prend Spotify, par exemple, qui est une grosse compagnie, mais quand tu joues une tonne sur Spotify, tu reçois 0.000 quelques cents de la fois. Fait que je vais te demander, pour un gars qui est dans l'industrie, ta vision de ça. C'est ton opinion, je te laisse aller, ton opinion ou ta vision de ça. Sans me mouiller, me compromettre et ou me mettre plusieurs personnes à dos? Oui. Non. Ben, écoute, c'est difficile. Tu sais, si on regarde les propos de Pierre Lapointe à la disque, au final, il reste 500 pour, je me rappelle plus trop combien d'écoutes. 500 000 fois. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, ça a été analysé par tous les médias, fait que je ne relancerai pas là-dessus. Sauf qu'il a raison de dire que lui, sa part d'auteur-compositeur, je pense, est 500. Ce qu'il ne faut pas oublier dans l'équation, c'est que après un auteur-compositeur, il y a un éditeur qui, en théorie, prend 50% des droits d'une chanson pour faire un peu la gestion des redevances qui peuvent rentrer, ils ne sont pas vraiment responsables de la mise en marché, mais c'est comme un peu de soi-disant marketing en différé. On va l'expliquer tantôt. On va le diviser, ces aspects-là. Donc, auteur-compositeur qui peut peut-être faire 500$. L'éditeur qui va en faire 500 aussi. Fait qu'on est déjà à 1000 combinés. La compagnie de disques qui a les droits des bandes maîtresses. Donc, elle aussi, qui, dans l'équation, va probablement faire un 500 aussi minimum. Le distributeur, qui, dans ce cas-ci, au Québec, peut être Select, peut être Believe, peut être Sony. Il n'y en a pas tant que ça. Non. Tu peux être sur un TuneCorp, un CD Baby, puis payer des frais minimales, mais tu payes un frais annuel quand même. Fait que donc, il y a un distributeur aussi, il y a la compagnie de disques, et en bout de ligne, il y a Spotify elle-même qui prend un pourcentage. Si on parle de la vente là, sur iTunes, c'est 30 sous sur le dollar. Donc, il en reste 70 à partager pour tous les ayants droit puis pour tous les œuvrants de la chaîne d'exploitation d'une chanson. Fait qu'au final, tout le monde fait son 500 entre guillemets. Si on met une couche sur chaque puis on l'additionne, au final, il y a peut-être 6 000 sur ces plays-là, mais tout le monde se partage 500. Il y a plus qu'une personne. Ça peut-être, je ne connais pas la situation, peut-être qu'il s'autoproduit. Je ne connais pas le détail de ça. Mais mettons qu'il reste 2500 ou 3000, mettons.
À partager entre À 6 partager personnes. pour 500 000. Le clash, c'est juste par rapport Combien au passé. l'artiste, au final, C'est fait? juste par rapport au passé. Par rapport au passé, oui. C'est au passé, ce que les gens recevaient versus aujourd'hui. Ouais. Mais en même temps, les opportunités du passé d'être découverts à travers le monde, puis aujourd'hui, ils ne sont plus les mêmes. Ça, c'est vrai. Il y a deux tranchants à ça. Tu as le tranchant que, oui, tu as joué 500 000, donc tu as plein de monde qui t'ont découvert, que probablement, il n'aura jamais fait l'effort de t'écouter, qui est pas bénéfique en soi pour l'artiste, qui va peut-être lui faire vendre plus de billets dans différents pays ou ça pourrait. À différents endroits. Mais ça demande tout de même un ajustement. C'est comme les taxis et tout ça. Il y a de l'ajustement dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont affectés par la distribution numérique sur sur des modes d'abonnement, que ce soit le milieu de la télé, le film, tout le monde. Même le podcast qu'on fait en ce moment, Cruche départ de marché à la radio, c'est du temps d'antenne que les gens prennent de leur vie pour écouter des choses, puis ils font un choix. Fait que tout touche. Mais néanmoins, je comprends ton point que tout le monde reçoit de l'argent, mais ta vision de ça, quel ajustement? Ben, là, ma question est tellement pas précise que je suis en train de la préciser pendant que je la pose. Ouais. Mais selon toi, as-tu une idée d'angle qui pourrait être pris pour faire qu'il y ait une meilleure distribution, peut-être, des revenus pour l'artiste en soi? Wow. Je pédale parce que je sais que je ne veux pas te mettre un pied dans la bouche. Non, tu vas on va pédaler moi aussi, tu vas voir. Vas-y. Écoute, le média physique, c'était beaucoup plus payant pour l'auteur-compositeur que le streaming. Bon, j'ai pas les chiffres, là, mais c'est plus payant de vendre des copies physiques que d'être streamé. Donc, là, il se vend plus de copies physiques. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, il y a aussi une redevance qui est redonnée aux artistes qui s'appelle la redevance de la copie privée. Ça veut dire qu'à l'époque, je pense en 96 ou 97, 98, dans ces années-là, il y a une taxe qui a été imposée sur un média vierge, un CD vierge, une cassette vierge, un VHS vierge, un bêta vierge, pour toutes les ventes, un petit pourcentage qui revenait dans un fonds commun géré par les sociétés qui donnent les redevances aux ayants droit. Pour redistribuer à travers les artistes. Exemple, on a vendu 13 millions de copies vierges cette année, donc on a tant. On redistribue de part égale aux artistes selon des calculs, des statistiques pour dire, bon, ben, telle personne va avoir tant, telle personne va avoir tant, puis il y avait une redistribution des sommes. Mais là, moins il y a de médias vierges qui se vendent, pour ne pas dire plus du tout, moins il y a d'argent pour les artistes aussi en plus. Oui, ça, c'est un angle qu'on comprend pas. Ben, qu'on ne connaît pas nécessairement quand on n'est pas là-dedans. C'est normal. Qui est une réalité. Donc, c'est ça. Le média en soi, le produit, qui étant la cassette et le DVD, CD, tout ça, ils en produisent moins. C'est ça. Par défaut, l'accumulation du fonds est impactée. Exactement. Mais on vit un petit boom du disque vinyle en ce moment. Oui. Qui est un boom, je ne sais pas. Oui. C'est sûr que c'est très, très infime par rapport au nombre de téléchargements, mais ça génère, juste le disque vierge a rempli ce fonds-là encore aujourd'hui quand il est vendu. Right? Je ne sais pas. Oui, peut-être. On ne sait pas. J'ai pas les chiffres du chef gouverneur économique du vinyle du Québec, mais potentiellement, oui. Oui, OK. Oui, écoute. Mais... Puis à ces royautés-là, à ces redevances-là, à ces fonds-là disponibles, à cet argent-là disponible pour les auteurs-compositeurs, il y a plusieurs débats sur la sellette présentement, dont de demander au gouvernement d'intervenir chez les plus fortunés qui ne payent pas de taxes, entre autres. On parle aussi de fabricants de téléphones qui nous vendent des téléphones plus chers que des laptops. Qu'on consomme tous, évidemment, pour avoir le plus nouveau modèle, parce que quand on n'a pas le plus nouveau modèle, notre estime de soi est dans les toilettes. Donc, puis sur ces médias-là qui sont vendus 1 200, 1500, 2000 $, il n'y a pas de taxe pour les logiciels. Tu vois, il n'y a pas cette taxe. Il y a peut-être des sous. Il n'y a pas cette redevance-là qui s'en va dans un fonds quelconque. Ou des fractions de centimes de sous. Là. Je n'ai pas les contrats sous les yeux. C'est quand même des pistes de solution. Ça fait partie d'un des débats, oui, au niveau des taxes, des droits, des royautés. C'est la dévalorisation monétaire et économique de la musique
qui est bizarre parce que je pense qu'on en consomme plus que jamais. Ouais. Parce qu'il y en a partout maintenant, parce qu'elle est disponible sur nos téléphones, sur les télés, dans la radio, à l'auto, je veux dire partout. Puis on a tous des souvenirs incroyables sur certaines chansons. On parlait tantôt de... Il y en a une qui nous fait pleurer, il y en a une qui nous fait rire, il y en a une, tu te promènes en auto, tu la mets C'est ça. tu la mets pour te rappeler certaines choses. Elle t'accompagne dans les différentes étapes de ta vie. La musique de Noël, c'est la musique de Noël. Tu sais, je veux dire. Fait que oui, je pense qu'on en consomme plus que jamais. Je pense que le beau côté de la musique, c'est qu'il y a certaines technologies qui sont disponibles maintenant qui permettent à tout le monde de pouvoir en faire à la maison. Oui. Donc, à chaque côté créateur, en dedans de tous et chacun, on a la technologie qui nous permet maintenant de pouvoir faire quelque chose. Puis de pouvoir sortir notre propre matériel. Il y a des plateformes en ligne qui sont disponibles qui peuvent coûter 10 par chanson. Pour pouvoir les distribuer partout à travers le monde. Il y a énormément de côtés magnifiques à ça. Oui. Il y a une facilité sur la distribution qu'il n'y a jamais eu. Oui, exact. Tu peux aujourd'hui jouer partout à l'international, oui. De chez vous, avec une production qui est à budget plus bas. Absolument. Tu as cet avantage-là, mais en contrepartie, la possibilité d'en faire des revenus importants sont plus difficiles. Oui. Sont plus difficiles parce que... l'offre est énorme. L'offre, elle a monté énormément. Puis la solution de ça, les spectacles restent tout de même lucratifs pour les groupes, les artistes. Oui. C'est la façon de... Mais encore là, si tu pars en tournée, si tu viens de te produire un album puis tu pars en tournée, tu risques peut-être de t'ennuyer parce qu'il n'y a pas grand monde qui va venir dans ta salle. Tu sais, il y a aussi un jeu à ça. Fait que, non, mais c'est un bon point, ça. C'est un très bon point que j'avais même moi-même pas allumé, le fait que sur le média de base, il y a une possibilité d'aller chercher des revenus, ce qui se faisait avant. Il y a aussi plusieurs lois qui ont été passées, qui sont très bonnes, mais qui datent de 20, 30 ans, puis qui n'ont pas été annexées au cours de la vie, qui n'ont pas été modifiées et ou changées et ou adaptées, justement, qui doivent se rattraper. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lois qui datent de plusieurs dizaines d'années. Il y en a des lois, puis il y en a des façons de refaire l'argent. Il y a des beaux fonds. Il y a Musique Action qui est extrêmement important pour nous, qui finance une grande partie des albums qui sont faits au Québec. Ouais. Tu montes un budget, tu montes ton équipe, tu donnes les CV des personnes qui sont dans ton équipe pour t'aider à enregistrer ton album, un distributeur reconnu et ou du démarchage, un plan de marketing. C'est quand même très long à remplir. Ah oui, mais... Ça prouve ta bonne foi, ça prouve que tu es sérieux dans ton projet, puis tu appliques, puis ils octroient des subventions à beaucoup de groupes de musique. Tu peux aller chercher 5, 8, 11. Tu peux aller chercher des sommes quand même assez importantes. On parle de milliers, là. Oui, de milliers de dollars. Ouais. 5 piastres, 10 piastres, 11 piastres. Fait que, tu sais, mais je veux dire, 8 000 pour faire un album, dépendamment du déploiement. Si tu as un orchestre symphonique, ben, ça ne fonctionne pas à 8 000. Non. Mais si tu as un groupe de musique à 3-4 personnes, ou tu es seul avec des séquences ou avec des beatbox ou des trucs comme ça, puis tu es multi-instrumentiste, puis tu peux faire ton projet, le gouvernement va financer une petite portion pour toi. C'est quand même bien. Oui. Il y a la calque qui... Est-ce que ces fonds-là ont diminué avec le temps ou ça a juste stagné? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que des fois, tu as le fonds qui était disponible en 89 versus en 2019. Oui. Est-ce que c'est le même montant? Où il a grossi avec le temps? Ça, on ne sait pas. Bonne question. On ne sait pas. On ne sait pas. Question, pas de réponse. Mais ils sont quand même là pour nous. Qu'il y a des budgets bonifiés ou diminués, sont là pour les artistes. Ça, c'est une portion importante de l'économie du disque au Québec. Musique Action, absolument. Côté anglophone, Canada, il y a Factor aussi, qui aide beaucoup les projets anglophones. Musique Action ne fait pas d'anglophone, puis Factor ne fait pas de francophone, si je ne m'abuse. Fait chacun son palier pour aider les musiciens canadiens. OK. Ouais. OK. Fait que là, donc c'est ça. On a une nouvelle économie, une nouvelle façon de faire. Ben, c'est pas nouveau, là. Ça s'installe, puis le monde commence à réagir, mais tout changement amène du positif, puis de la réingénierie de loi, la réingénierie de façon de faire, la réingénierie de repenser comment aller chercher des revenus sur tout. Puis ce que j'aime décortiquer, on a parlé tantôt. Tu sais, dans la production d'un album, on a parlé tantôt des droits. Des droits. Là, on parle à du monde qui ne connaissent rien à l'industrie du disque. Ou ceux qui nous watchent. Ceux qui watchent puis disent c'est pas ça. C'est une virgule qui n'est pas à la bonne place.
On relaxe. Il y a un lien ici, et sinon, dans les commentaires. Ouais. C'est ça. Mettez des commentaires. Fait que là, on va décortiquer. Ben, tu. Ouais. Moi, je te garoche la question. Ouais. On va décortiquer les droits, parce que les gens ne le savent pas, mais les revenus qu'une vente, qu'un album, les différents produits de la musique génèrent. Ouais. Je vais te laisser nous expliquer ça. OK. Là, je vais parler très, très, très général, pas extrêmement précis, parce qu'encore une fois, je n'ai pas de rapport ou de document devant moi. Mais écoute, quand tu as écrit une chanson, côté musique, tu es donc compositeur. Ouais. Quand tu as participé aux paroles, tu es auteur. Des fois, tu es auteur-compositeur. Si tu chantes toi-même tes propres trucs, tu es donc auteur-compositeur, interprète. Écoute, un exemple, pour n'en citer qu'un, disons Linda Lemay. Bon, elle écrit sa musique, elle écrit ses textes et elle chante son propre matériel. Donc, elle est auteur-compositeur, interprète. Il y en a beaucoup au Québec, il y en a beaucoup des bons. Michel Rivard, il y a Richard Séguin, il y en a plein. Même Rock Voisine écrit presque toutes ses chansons aussi. Écoute, donc, tu peux avoir une royauté parce que tu écris un texte. Tu peux avoir une autre royauté parce que tu as écrit la musique. Si tu l'as interprété et que ça joue à la radio, il y a Artisty, ici au Québec, qui est une division de l'Union des artistes qui s'occupe des royautés des gens qui ont performé sur une chanson qui est jouée à la radio. Oui. Que tu sois interprète principal ou musicien accompagnateur. Parce que tu peux avoir joué de la batterie sur une chanson de Rock Voisine, de Linda Lemay, de Mario Pelcha. Et quand tu passes à la radio des Deux Frères, des Vincent Vallière, quand tu passes à la radio et que tu es musicien, instrumentiste, accompagnateur, tu as une redevance. Okay. Ça, c'est des belles choses qui ont été établies il y a plusieurs années. Pour nous, les musiciens accompagnateurs, parce qu'avant, c'était juste les interprètes principaux, qui serait un peu normal, mais quand tu prends le temps de l'analyser, tu te dis, attends une minute, il y a des gens en arrière du chanteur ou de la chanteuse qui performent eux aussi. Fait que pourquoi il n'y aurait pas une redevance pour eux aussi à chaque fois qu'il y a un passage à la radio? Donc, auteur, compositeur, interprète, il y a des redevances. Maintenant, l'éditeur de la chanson, qui est une personne qui s'occupe... Là, on va le décortiquer. Oui, c'est ça. On a parlé brièvement. Là, on va en parler. Ouais, l'éditeur qui reçoit une part du gâteau, mais il travaille. Là, il y a un travail à faire. Oui, il travaille parce qu'il y a toute une comptabilité à aller chercher sur les redevances internationales qui rentrent par territoire, par licence. Nous, on le veut dans un show de télé. Nous, on aimerait ça l'avoir en 30 secondes d'un commercial. On aimerait... Fait que tout le côté négociation sur la chanson. Oui. S'occuper des redevances, s'occuper que les bons codes, les bons chiffres, les bons numéros sont aux bonnes places pour qu'au final, l'artiste reçoive un chèque. Oui. Ça, c'est l'éditeur qui est placé là. Donc, l'éditeur aussi va avoir une redevance sur l'œuvre. Ensuite de ça, il y a la compagnie de disques qui a signé l'artiste, qui des fois, l'artiste a sa propre compagnie de disques, donc il y a une redevance là aussi. Oui. Si tu es auteur, compositeur, interprète de ton propre éditeur, ta propre compagnie de disques, là, tu vas ramasser plusieurs parts du gâteau, qui revient à la conversation qu'on avait tantôt sur le montant qui est alloué sur certains plays de Spotify. Plus tu as de rôle dans la chaîne, dans l'équation, plus tu peux capitaliser sur le pourcentage du dollar qui rentre en bout de ligne. Fait que ça ressemble à ça. Auteur, compositeur, interprète, l'éditeur, la compagnie de disques, le distributeur. Puis écoute, l'agglomérateur au bout, qui est l'engin, qui serait le iTunes, qui serait le Spotify, tout ça. Tous ces gens-là se prennent une part du gâteau dans l'équation, qui est un peu normal. Maintenant, ce que je dirais, sous toute réserve, c'est probablement que les pourcentages devraient être visés pour pas qu'au final, la personne qui a créé l'œuvre, qui l'a mise au monde, qui la véhicule, qui la joue soir après soir, qui l'a fait connaître du public et qui a fait un succès monstre avec ça, ou un succès limité, mais c'est ta création, c'est ta propriété intellectuelle, ça t'appartient. Probablement que le pourcentage devrait être réajusté en quelque part dans l'équation, et je ne mets pas le doigt sur personne. En quelque part dans l'équation, il y a des pourcentages qui devraient être modulés. Oui, puis je le crois aussi. Voilà. Puis par la suite, il y a aussi des droits quand tu te produis en spectacle. Oui, absolument. Vas-y, je vais te laisser aller. Si moi, j'ai écrit une chanson, par exemple, et que, Rock Voisine ou Andréane Leclerc ou Wilfred Leboutier vont les performer en spectacle. Moi, pour avoir écrit la chanson, soit cette année ou il y a 5 ans, à chaque fois que les chansons sont jouées dans les salles, il y a une royauté.
pour l'auteur, le compositeur, les éditeurs, tous les ayants droit. On appelle ça des ayants droit. Tous les ayants droit qui ont participé de près ou de loin sur la chanson et qui sont enregistrés, qui sont officialisés sur papier. Pour ça, il faut déclarer son setlist à la SOCAN, parce qu'il y a un fonds à la SOCAN. Et je pense que la règle, c'est, sous toute réserve, avec vente de billets à la porte d'un montant de 6 $ ou plus. OK. À moins que je ne m'abuse, c'était la règle. Donc, il y a une règle avec un montant de la vente au billet à la porte. Oui. Puis à partir du moment que tu produis ou tu fais une soirée ou tu fais un spectacle, qu'il y a un billet de vente qui atteint un certain niveau, il y a des montants que tu dois payer à la SOCAN qui va redistribuer. C'est ça. Ça doit être déclaré. Tu dois envoyer un peu ton setlist. C'est en plein ça. Donc, OK, c'est bon. Donc dans quelqu'un qui utilise de la musique dans un mariage, qui est un DJ, par exemple, c'est une question que je me suis toujours posée. Ah. Bien ça, écoute, moi, personnellement, je ne m'embarquerai pas dans le débat des DJ. Ce que je peux te dire, c'est que la plupart des salles, restaurants, centres d'achat, espaces et endroits publics au Québec doivent avoir un compte avec la SOCAN. Oui. Donc, selon l'achalandage multiplié par le pied carré, divisé par l'endroit géographique localisé, Rive-Sud de Montréal, l'achalandage, le bassin de population, etc. La formule, je ne la connais pas, mais en fabulation, la voici, la formule, divisée, multipliée, additionnée, entre parenthèses, là. Quel exercice mathématique a la priorité? Je ne sais pas. Mais il y a une formule mathématique qui s'applique et ces endroits-là, publics, doivent payer un certain montant à la SOCAN annuellement pour avoir le droit de jouer de la musique en continu ou en arrêté. Exemple, les heures d'ouverture de commerce, puis tout ça. Fait qu'il y a une formule qui a été établie. OK. Et les commerces devraient se conformer à ça. Là. Radio satellite, radio terrestre ou juste CD d'un média physique joué, point. Il y a des règles qui sont établies pour ça. Puis les compagnies, les radios web, par exemple. Oui. Les radios web, on a eu une croissance des radios web. On parle pas on parle pas des podcasts, on en parle, mais on a une radio web que sa job, c'est de faire jouer de la musique 24 heures sur 24, paye aussi des droits. Oui, tu es supposé de soumettre les chansons qui sont jouées dans ton émission. Oui. Écoute, moi, je te dirais SOCAN, je te dirais CRTC, je te dirais ces places-là. Ça, je suis un peu moins familier avec ça. Le disque, le spectacle, c'est plus mon... c'est plus mon corps. Là, c'est un petit peu plus là-dedans que je suis le plus fort. Okay. Mais en théorie, oui. Il devrait y avoir quelqu'un qui revise ça et qui accorde le droit parce que tu n'es pas supposé de jouer quelque chose à des fins commerciales sans permission. Oui, ben ça serait un peu illogique d'utiliser une œuvre dans ton show gratuitement sans payer personne, surtout si tu as facturé à l'entrée. Exactement. C'est un peu logique. OK. Ouais. Comment tu entrevois le métier de producteur musical et réalisateur dans une situation, encore là, dans une situation que l'accessibilité, la facilité de créer une œuvre avec son laptop, avec son téléphone aujourd'hui est de plus en plus accessible. Est-ce que ça l'amène un risque à la disparition de ce métier-là, de producteur musical? Excellente question. Je dois t'avouer que dans les dernières années, j'ai un peu réaligné mon tir tranquillement pour voir qui est la nouvelle génération, qui va prendre pas les rênes, mais un peu oui. Puis la réponse est à plusieurs niveaux. Je pense que quelqu'un qui est un genre de beatmaker, on appelle ça un peu beatmaker, mais pour moi, c'est compositeur, producteur mélangé. Là, parce que beatmaker, pour moi, ça fait comme 40 $ sur le web et tu as tous les droits d'une chanson. Puis ça devrait pas exister. Deux, ça s'appelle vendre ton âme, pour si peu. Ouais. Donc, je te dirais dans les beatmakers / producteurs-compositeurs d'aujourd'hui, qui ont le son d'aujourd'hui, qui écoutent la radio d'aujourd'hui, qui ont grandi depuis 5-10 ans avec les The Weeknd, puis les Bruno Mars, puis les Ariana Grande, puis toute la musique hot et pop et surtout hip-hop, en fait, rapper hip-hop et tout ça qui a pris d'assaut, je veux dire, toutes les stations de radio partout à travers le monde, parce que c'est comme le nouveau standard. Tu sais, même à la disque, cette année, il y avait une catégorie pour ça. Et c'est génial et c'est la nouvelle mode, c'est le nouveau son.
Donc, je te dirais, les plus jeunes, producteurs, réalisateurs, compositeurs, beatmakers de la nouvelle génération, c'est avec ces gens-là qu'il faut travailler. Ouais. Si tu veux sonner comme aujourd'hui, il faut que tu travailles avec des gens qui font ça. Je veux dire, moi, je pourrais bien m'improviser avec un mais je veux dire, j'ai pas grandi avec ça. Et j'en ai pas fait beaucoup. Fait que me prétendre acteur là-dedans, ce serait un peu comme un imposteur, finalement. Fait que c'est de collaborer, je pense, avec le plus de nouvelles générations possibles qui ont fait leurs 10 000 heures de travail sur ce style de musique-là et qui en écoutent pour déjeuner, pour dîner, pour souper. Comparativement à moi qui va écouter d'autres styles de musique et ou plus variés et ou qui n'a pas grandi avec ça dans les 20 dernières années. T'sais. OK. Mais l'aspect aussi du fait que un musicien, un auteur, compositeur, interprète, qui peut lui-même s'organiser, s'enregistrer, d'acheter le setup. Et moi, je le sais qu'il y a beaucoup de technicalités puis d'erreurs que tu peux faire au son qui va faire que ton album va sonner le cul. Oui. Mais ça, c'est pour ça que quand tu veux atteindre des sommets puis tu as un objectif sérieux, selon moi, tu as intérêt à travailler avec un gars comme toi. Oui. C'est ça. Ben, c'est l'équipe entour qui t'entoure. Ce que je dis souvent aux artistes, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir un bon écosystème autour de toi. Écosystème, c'est comme mon mot favori. Là. Tout le monde qui me connaît sait que j'utilise ce mot-là comme 10 fois par jour. C'est important d'avoir un bon écosystème autour de toi pour t'entourer, et que ce soit du beatmaker, producteur, à un réalisateur qui va chapeauter, quelqu'un qui va écrire des bonnes paroles pour toi, un bon ingénieur qui va l'enregistrer comme il faut pour pas que ça sonne tout croche et qu'on n'entende rien. Quelqu'un qui va intervenir quand tu es rendu au mixage. Quelqu'un qui va intervenir au mastering. C'est quoi le mastering? Décris-moi donc le mastering en soi. L'opération de mastering, c'est... Ça peut être un mystère pour c'est un peu tout le monde. mystérieux, le mastering. Ça OK. Ben, quand tu arrives au mixage, ça veut dire que tu envoies tes pistes au mixeur. Donc, la basse séparée, le vocal, la guitare, la batterie, les beats, les bacs vocales, tout en pistes séparées. Fait que chaque fader, comme tu as sur la console ici, chaque fader a un volume sur la piste. La bass, la guitare, le vocal. Maintenant, balancer tous ces volumes-là, puis jouer avec les Q, la bass, le mid, puis les high, en généralisant, sur chaque piste, pour pas que toutes les pistes soient dans les mêmes fréquences, puis ça interfère avec l'un l'autre. Ça, c'est le travail du mixeur. Quand le mix est bon, puis il est parfait, ben, le mastering va s'occuper de l'étape finale pour l'envoyer au pressage. Ça veut dire que sur la piste stéréo, lui, il va avoir juste une piste stéréo. Ben, encore une fois, on peut égaliser, on peut compresser, on peut limiter. Mais surtout, on peut identifier sur les tracks le bon titre avec la bonne orthographe, le bon interprète principal, les écrivains qui ont été dessus. Fait que ça, c'est tout le metadata qui de plus en plus est détaillé pour que les pistes arrivent sur le marché. Tu sais, je veux dire, déjà l'année passée, Spotify a emboîté le pas pour inclure les auteurs et les compositeurs sur les chansons, parce qu'avant, tu vas voir, puis tu as juste l'artiste principal. Ah oui, c'est vrai. Tu dis chanson de Rock Voisine, puis là, ben, tu regardes les écrivains, mais ils sont pas là. Mais c'est pas nécessairement de la faute à personne, entre guillemets. La mode a commencé il y a 1 an. Fait que tout ce qui est sorti avant, c'est pas vraiment là. Fait que là, les distributeurs, qui sont supposés être en charge de ça, parce que c'est eux qui mettent le matériel en ligne, commencent à rattraper la balle sur remplir l'information. Je me suis même fait dire cette semaine, d'ailleurs, qu'on doit maintenant soumettre les paroles attachées à la chanson. Parce que les engins à reconnaissance vocale, comme Google Home et Alexa, Siri et compagnie. C'est ça, oui, ces machines-là. Maintenant, tu peux leur dire Hey, c'est quoi les paroles sur telle chanson? Fait que si tu as identifié tes paroles correctement et le fichier est attaché au metadata de la chanson, ben là, la réponse va être bonne. Sinon, il va dire je ne trouve pas ce que vous demandez. Ou, je ne sais pas comment ils s'expriment, ces machines-là. Là. Il va t'amener sur une page Google avec peut-être ton texte qui n'est pas le bon. Qui n'est pas le bon. C'est ça, exactement. Fait que c'est toute l'information. Je pense qu'il y a eu un gros rattrapage avec les années pour l'industrie aussi, pour les distributeurs. Puis faut penser que c'est des opérations monstres. Quand tu parles de Spotify, a essayé de faire la distribution pendant, je pense, 1 an. Ils ont fait un test. Spotify recevait, je pense, 40 000 chansons par jour. C'est beaucoup. Ben, combien de gens? C'est énorme. Ben, c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est énorme. Ben, 40 000 à gérer. Par jour. Combien de staff ça prend? Ça prend beaucoup de monde. Pour écouter la chanson du début à la fin, pour être sûr que... Supposément, oui. Donc, chaque chanson qui sont soumises
TuneCore, peu importe, En théorie, oui. sont écoutés? Oui, parce que tu veux pas qu'il y ait une distorsion à l'oreille, tu veux pas qu'il y ait une coupure dans le fichier, tu veux que le début soit correct, la fin soit Le gars t'envoie une correcte. tonne, est sur le mute à 50%. Ben, c'est ça. Si jamais il y a ça dans le processus, C'est pas, il y a d'autres choses. c'est mais pas automatisé, tu sais pas, peut-être tu sais pas, là, mais... J'ai pas la réponse à ça, mais en théorie, je veux dire, ça prend un manpower incroyable. Ouais. Il faut mettre les chansons, il faut mettre... parce qu'à chaque fois dans l'étape, ben, il faut qu'il y ait un API qui interface avec l'autre API de l'autre compagnie, de l'autre... Puis il faut pas qu'il y ait de bugs tout le long. L'API qui est une connexion de logiciel d'un à l'autre. Oui, c'est Programmable Interface. Là. Fait que c'est... Automatique? Oui. Premièrement. Le A, je ne sais pas, mais le P puis le quoi. I, c'est Programmable Interface. Okay. Fait que c'est pour que ça se parle, en fait, tous les logiciels ensemble. Fait que d'étape en étape, où est la pochette? Quel est le titre de la chanson? Quel numéro sur la plage? Fait que tout ça, au mastering, pour répondre à ta question de tantôt, le son en EQ, en compression, en limiting, avec l'information relative sur le CD. Puis là, ils font un DDP, qui est le master pour duplication. Oui. Okay. C'est eux autres qui sont responsables de ça. Fait que dans la chaîne, il y a beaucoup d'œuvrants. Au niveau des royautés, ben, il y a beaucoup d'ayants droit. Puis au niveau de la division de l'argent, ben, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'intervenants aussi. Ouais. Puis il n'y a pas tant de rôles que ça qui peuvent être skippés ou annulés. Ouais. C'est pas là, selon moi, qui est la réponse. Le problème n'est pas là. Non, le problème n'est pas là. La redistribution, c'est comme si... Je pense que oui. Dans la vente des produits, tout ça, là, c'est là que ça se passe. C'est ça. Parce qu'il y en a de l'argent, là, on s'entend. Oui, il y en a. Il y en a les beaucoup, compagnies de disques font des profits records présentement à l'international, les plus grandes. Ouais. Ils font de l'argent comme ils n'ont pas fait depuis plus d'une décennie. OK. C'est grâce au streaming. OK. Maintenant, ils ont reçu des sommes. Ouais. Il faut qu'elles soient redistribuées tranquillement. Mais la comptabilité, tout ça aussi, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ben, combien qu'on a reçu pour tel artiste? C'est pas juste, des fois, c'est pas juste regarder le rapport, faire un chèque tout de suite. Là. Ouais. Il y a du gauche, il y a du droite, il y a du centre, il y a du en arrière. Il faut regarder un peu partout. Là. Ouais. OK. C'est quand même pas évident. Oh oui, c'est pas évident. Oui. OK. Donc, le mastering, OK? Ouais. Ça peut-tu arriver? Y a-tu un standard en mastering où ça peut être très variable si tu fais masteriser un endroit versus un autre? Ça peut varier. Il y a quelques années, il y a eu une guerre du volume. OK. Ça, c'est le fun, ça. Oui. Là, juste le mot guerre du volume, là, ça me fait pomper plein de choses. Ça, c'est une période très triste et très marquante dans le milieu du mastering. C'est que toutes les bandes voulaient avoir une chanson plus forte que l'autre. Ouais, mais moi, je veux que quand tu pèses sur play, ce soit plus fort que l'autre tune pour l'entendre. Fait que les niveaux ont été poussés. Il y avait comme un petit peu plus un l'autre. Ben, moi, je veux ça comme le dernier album puis là, je nommerai pas de band, de telle band, les autres sont forts, puis l'autre, puis là, ben, la guerre audio de volume s'est faite, puis désolé, mais quand tu mets le volume trop loin, surtout sur un média digital, juste rappeler aux gens que le protocole des CD a été établi, je pense, en 83 ou 84 par Philips. Okay. Que le CD. Puis la qualité du seuil acceptable, la légende urbaine veut qu'ils ont mis des ingénieurs dans une pièce puis ils ont dit « Dites-moi quand on est sur le bord que ce soit plus écoutable parce qu'on a besoin d'un média petit pour le transport. » T'es pas sérieux? Ben, c'est une légende urbaine. Non, là, c'est très logique. Vous pouvez googler ça. Là. Moi, j'ai pas la vérité. Non, là, ça se peut tellement. C'est des oui-dire, mais grosso modo, faire un petit média... Faire un média MP3 un peu... Genre, le plus petit du seuil acceptable de qualité pour pouvoir en mettre, puis ça a donné le CD. Fait que c'est pas une super qualité audio, le CD, en partant, parce que c'est du 16 bits, 44.1 kHz, quand aujourd'hui, on peut enregistrer à 3 fois cette qualité-là d'enregistrement. Écoute, tu peux enregistrer facilement en 32 bits, 96 kHz. Fait que, écoute, t'es au double. T'es au double de la qualité. Ça, on peut faire ça aujourd'hui, mais le protocole n'a pas changé pour plusieurs raisons existantes et inexistantes. Mais tout ça pour dire que donc le média 16 bits 44.1 n'est pas fait pour être poussé à la distorsion digitale. Fait que ça a donné, si tu réécoutes quelques-uns de tes bands, mettons du début des années 2000 qu'on aimait toutes,
sur certains styles et certains genres, puis tu te dis, voyons, c'est-tu moi ou ça distorsionne? Ben, la réponse, c'est que tu as probablement raison. Ça distorsionne un peu. C'est légèrement déplaisant pour l'oreille parce qu'il y a eu une guerre de volume. Dieu merci, ils ont renormalisé un petit peu l'an passé, au courant de l'année, au début de l'année, je pense, 2019. Ils parlent en LUFS, là, c'est comme l'unité de mesure du volume maximum. Ouais. Et ils ont revu à la baisse parce que sinon, ça donnait certaines inégalités entre les chansons. Parce qu'il y en a qui ont été masterisées, ça fait longtemps. Oui. Puis ils respectaient un petit peu, on appelle ça laisser de l'overhead, là, laisser un petit peu d'espace pour respirer, si on veut. Ouais. Parce que si tu pèses sur play de la chanson, puis les meters sont à côté, puis ça bouge jamais, ça veut dire que ça a été masterisé très, 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 très fort. Ouais. Donc, tu es sur le bord de la distorsion. Okay. Fait que supposément, la guerre est terminée. Okay. Le roux, la guerre est finie. La guerre est terminée. Ouais, c'est comme dans la guerre des Tucs. Ah oui. Là, ça veut dire que même à la radio, quand ça jouait, tu te ramassais d'une toune à l'autre, ça piquait. Il fallait pratiquement l'écouter avant pour être sûr que... Ça peut ressembler à ça, oui. C'est ça qui doit ressembler. Là. Parce qu'il recompresse la radio en plus. Oui, il recompresse. Ben, pour être sûr que à peu près tout le monde... Là, c'est ça, standardisé. La toune de Lady Gaga qui joue dans le tapis, puis tout de suite après, il y en a une autre. C'est ça. Pas que tu passes ton temps à jouer avec ton volume dans l'auto, là, etc. Pour plusieurs bonnes raisons, d'ailleurs. Oui, ils vont remasteriser. Ah, c'est bon, ça. Ouais. OK. Donc, tu as le droit, les droits comme ça, j'essaie juste de voir dans mon questionnement. Oui, on a couvert le mastering. Le son, la qualité du son, on a parlé tantôt, qu'il y a une norme minimale qui s'est établie à un moment donné pour être capable d'avoir un fichier qui rentre sur un CD, probablement, parce que exactement sinon, à un moment donné, il aurait fallu avoir un CD qui fait 33 pouces de large, ça aurait été un peu compliqué. Et le CD est 4 fois moins gros qu'un vinyle. Il est 4 fois moins gros qu'un vinyle. Ouais. La qualité en surface physique. La qualité audio d'un vinyle versus d'un CD. C'est un débat éternel. C'est un débat éternel. Oui. Je peux te dire de quasi-certitude que la plupart des gens sont d'accord pour dire qu'il y a plus de bandes passantes sur un vinyle. Oui. Donc, entre guillemets, le spectre sonore complet et total est plus complet et total sur un vinyle que sur un CD parce qu'il y a une compression de plus qui se fait sur le CD à cause de la basse résolution qui a été définie pour le média physique de transport. Okay. Dans cette forme-là, dans ce poids-là, dans cette grosseur-là, grandeur-là. Oui. C'est pas une qualité géniale. Par contre, à l'époque, il n'y avait pas nécessairement mieux dans le digital non plus. C'est juste qu'encore une fois, ce sont des vieilles lois, des vieux protocoles qui n'ont pas été révisés depuis. En DVD, la qualité est supérieure par contre. OK. Fait que si tu écoutes un film, le son est meilleur la sur un DVD. qualité audio est meilleure que sur un CD, absolument. Donc, tu te dis, mais pourquoi on ne fait pas la même qualité sur un CD? Et voilà le débat éternel. OK. Ouais. On pourrait, mais ce n'est pas fait. En fait, sur un CD standard, je pense qu'on peut mettre jusqu'à 69 ou 73 minutes de musique, ce qui est beaucoup plus que les albums actuels de toute façon. On est à 35-40 minutes, je pense, pour les CD actuels. Donc, d'après moi, on pourrait changer le protocole, mais là, ça veut dire que toutes les nouvelles chansons vont sonner mieux que tout ce qui a déjà été sorti. Fait, c'est pas mieux non plus. C'est probablement pour ça qu'il ne l'a pas changé, tu sais. Parce que le prix de production d'un DVD ne doit pas être tant plus élevé qu'un CD? Probablement pas. Écoute, je pourrais te dire qu'il y a certains services de streaming comme Tidal. Ouais. J'ai vu passer des pubs il n'y a pas longtemps qui offrent pour $19,98, je pense, par mois, un service de streaming en HD. Okay. Qui voudrait probablement dire une meilleure qualité que ce que les autres services de streaming offrent. Mais, donc c'est peut-être de quoi qui s'en vient. Là. C'est peut-être quelque chose qui s'en vient. Tu parlais de la guerre des sons tout à l'heure. Ça pourrait être une autre guerre. Une guerre de qualité audio. Qualité audio. Ça pourrait. Ça pourrait parce que j'adore la radio satellite pour pouvoir donner une chance au monde, à toute la francophonie et à tout le reste du monde, finalement, à nos chansons d'être entendues en Belgique, tous les pays en France, surtout en Suisse, en Belgique, et tous les pays français,
Donc, c'est magnifique, le satellite, pour ça. Ouais. Par contre, moi, personnellement, j'avais essayé ce satellite dans l'auto. La qualité audio, pour moi, ça ne me convient pas. Pour un producteur musical, non. Tantôt, en plaçant le son pour le podcast, moi, j'ai l'oreille correcte, mais lui, il était là, non. C'est même encore, il voyait tous les petits sons. On est-tu dans le rouge? Là? Non, on est correct. Mais il voyait tous les petits détails de son que je ne voyais pas. Fait que quand tu écoutes de la musique en satellite, tu disais, oups, on en perd pas mal. Oui, c'est ça. Pour moi, la qualité est trop compressée. Le standard audio est un peu bas pour mes oreilles à moi. Je trouve que c'est pas assez défini. Ça me fait penser un petit peu à de mauvais MP3. Qu'on entendait à l'époque, au début des MP3. Tout le monde disait les MP3, c'est la mort, la compression, c'est terrible. Et au début, c'était vrai. Ça s'est beaucoup rattrapé maintenant, comme j'ai un convertisseur d'MP3. Moi, quand je fais des mix officiels pour les artistes avec lesquels je travaille, je prends mon convertisseur officiel d'MP3 que j'ai payé, qui peut aller jusqu'en qualité compression CD. On parle de 320K. Au lieu de écoute, il y a certains streamings, là, Spotify, je ne sais pas, j'ai jamais regardé la fiche technique de Spotify, mais je peux te dire que certains satellites et ou certains services au début, écoute, c'était plus haut que 128, mais disons que c'était la moitié de la qualité du CD, là, grosso modo. Donc, ça devient moins bonne qualité que ce qu'on est habitué d'écouter. Donc, c'est pas, ça convient pas à tous. Par contre, le choix de pouvoir écouter un canal de country, un canal de rap, un canal de métal, un canal de pop, un canal de savoir amener, c'est ça. Ça, c'est ce qui est le génial là-dedans. L'efficacité là-dedans. Puis toi aussi, je verrais pas. Quand j'étais jeune, mes parents écoutaient du disque vinyle avec l'aiguille. J'en ai pété des aiguilles, rien qu'en masse. Fait que graffiner aussi des disques, rien qu'en masse. Mais il y a un regain de popularité. Parce que là, tu vois, je suis allé chercher Chambourg récemment, moi, pour voir les instruments de musique, mais je suis arrivé devant une montagne de lecteurs de disques à aiguille. Puis j'ai fait « Holy fuck ». Qu'est-ce qui se passe là? Pour moi, c'était comme un clash qui venait d'arriver. Puis le gars me l'a dit, écoute, les vinyles, ça vend à côté, là, ça se vend bien. Puis, mais il y a plus de définition audio. Oui, moi, je te dirais plus de profondeur. Comparativement à un CD, écoute, la bataille est éternelle là-dessus. Mais y a-tu plus de profondeur? Ben, encore là, c'est une question d'équipement. Là. C'est des speakers cheap. Ça va, tu sais, garbage in, garbage out, là. Mais tu as plus de profondeur dans l'ensemble. Oui, c'est un média qui supporte mieux, je te dirais, les basses fréquences. C'est sûr, peut-être sur un CD, peut-être les hautes sont mieux reconduites que sur une chaîne analogue, disons, que sur un vinyle. Mais il faut penser. C'est quoi, chaîne analogue? Ben, non, mais juste expliquer la chaîne analogue pour... oui, OK. Analogue versus digital. Mon Dieu, écoute, le vinyle est un média, je te dirais, vivant. Il y a des cracks, il y a une antenne, une aiguille qui bouge sur les sillons du vinyle. Puis ça, c'est converti en signal. Généralement, il faut que ça passe dans un préamp. Dans un préamp et preamp. Et il faut que ça se rende dans les haut-parleurs. Fait qu'il y a comme un traitement qui est encore analogue dans la chaîne. C'est ça le débat éternel des gens qui enregistrent encore aujourd'hui sur du ruban. Sur il y a encore du 2 pouces aujourd'hui. Absolument. Ça se fait encore? Ça se fait encore aujourd'hui. Enregistré sur du ruban, non? Oui. Il y a eu plusieurs technologies de ruban avec les années. Il y a eu le DAT, il y a eu le ADAT. Le ADAT, en fait, c'était des cassettes VHS. Tu pouvais enregistrer de l'audio sur le ruban. Plus gros est le ruban, plus d'espace à chaque piste. Oui, c'est ça. Plus d'espace physique pour le son. Plus d'espace. Fait qu'un petit ruban, ben, c'est quand même analogue, mais c'est tout petit pour fitter tel genre de piste. C'est comme la compression ou le média physique du CD qui est une qualité plus limitée à l'espace du média physique. Même chose pour le ruban. Donc, du ruban 2 pouces en studio, soit pour l'enregistrement, soit pour le mixage, ou soit pour le mastering aussi. La chaleur du ruban
est quelque chose qui est reconnu depuis la nuit des temps. Tu vois, tu comprends quelque chose. Encore aujourd'hui, absolument. Si on parle de puriste, je sais pas, moi, tu vas prendre un Beck ou tu vas prendre un Jack White et White Stripes, tu vas prendre, je sais pas, tu sais, des artistes comme ça. Oui. Sur ruban. Oui. Absolument, encore. Soit l'enregistrement, soit le mixage, soit le mastering, soit toute la chaîne, soit une portion de la chaîne. Oui, il y a encore des composantes. Écoute, c'est pour ça qu'il y a encore plusieurs studios. Bon, il y en a plusieurs qui ferment, mais il y a encore beaucoup de studios avec beaucoup de matériel analogue. Oui. Il y a une chaleur, il y a un art, il y a une... Tu sais, la culture de la musique s'étend plus loin que de gratter une guitare chez toi. Ça va jusqu'à la gratter en public. Mais avant d'arriver en public, entre le sofa chez toi à gratter la guitare puis de faire des spectacles partout à travers le monde, en plein milieu, il y a l'art d'enregistrer la musique avant de la distribuer puis de la vendre, puis de la rentabiliser, puis de la comptabiliser, il y a l'art. Puis ça, c'est très respectable. Il y a beaucoup de studios super cool sur le plateau Montréal. Il y en a partout, là, sur la Rive-Sud à Montréal, partout au Québec, mais qui sont encore très, très, très forts sur l'analogue. Les consoles analogues, les préamps analogues, les vieux micros, des trucs comme ça, parce qu'il y a un son, il y a une chaleur qu'on ne retrouve pas toujours dans le digital, là. Okay. Pas du tout. Il y a beaucoup d'émulations aujourd'hui qui se font, qui sont absolument phénoménales. Puis qui vont te donner une cote, je ne sais pas, moi je dis ça par hasard, 93,7% identique la copie à l'original. Bon, ça dépend de ton niveau de purisme dans la chaîne, mais 93,7%, c'est assez bon, là, les émulations aujourd'hui. Mais ce ne sera jamais comme le stock original. Mais c'est pas 100%. C'est là qu'est le débat. Soit tu as beaucoup de vieux matériel, soit tu as beaucoup de nouveaux matériels, soit tu as un hybride des deux. Dans mon cas, c'est plus un hybride des deux. Mais c'est parce que c'est tellement rapide, ça, que des fois, en création, ça va vite. Tu n'as même pas fini de te brancher. En fait, tu es déjà branché parce que si tu fais ta job comme il faut de réalisateur ou d'ingénieur, tout est déjà branché puis c'est prêt pour l'artiste, pour la création, tu sais. Donc, ça va vite en digital. Des fois, en analogue, ça griche. Il faut bouger le bouton. Des fois, il y a un entretien à faire. Des fois, ça ne marche pas. On essaye l'autre boîte. On essaye l'autre machine. Il y a ce petit côté-là qui peut être un problème dans la recherche du purisme et de la chaleur pour véhiculer tes chansons et ta musique. Analogue, digital, on en parlait, c'est un protocole. Il y a une certaine compression. Il y a une certaine acceptation de bandes passantes et de bandes fréquences. Mais sans le digital, on n'aurait jamais eu le déploiement magistral et la disponibilité de la musique qu'on a aujourd'hui. C'est un élément essentiel à la continuité et à l'expansion. Je te dirais, parce que, comme on disait tantôt, il y a 20 ans, tu pouvais pas... ça commençait, là. Disons, il y a 30 ans, tu pouvais pas enregistrer chez vous, vraiment... Non. Il fallait du stock, là. C'est ça. Il fallait du stock. Aujourd'hui, oui, tu peux aller acheter une carte de son à 500, puis un micro à 200, puis une guitare à 200, puis tu peux faire un album au complet. C'est possible. Si tu as la créativité, oui, tu es capable de le faire. Et aussi, tu as l'aspect que tu peux perdre beaucoup de temps à essayer de tout maîtriser. De comprendre le drum, comprendre la bass, comprendre tout l'aspect technologique et l'aspect d'ajustement de son en le faisant toi-même, qu'en allant voir quelqu'un qui le maîtrise déjà, tu te concentres juste sur ton art. Là, absolument. Cette ligne-là, à un moment donné, ça va être le doer ou tu vas être le... fait que ça, c'est bon. Encore en question, j'aime ça avoir un gars avec un scope de spécialité. Donc, les médias ont changé beaucoup. On a parlé de la comparaison, de la qualité du son, de la compression et tout ça. Et puis, tu as la cassette traditionnelle. Si on compare les trois pour le fun, le disque, la cassette, non, les quatre. Disque, cassette, CD, MP3. On peut aller à Wave, on peut aller large, là, mais mettons qu'on s'arrête à ces quatre-là. La cassette, dans l'histoire, avait-tu une bonne sonorité ou elle n'avait pas? Oui, absolument. Oui. Très, très, très bonne sonorité. Écoute, la cassette, c'est un média qui est très susceptible à mal réagir à l'usure, au transport, à la température. S'il fait trop chaud, puis le ruban en fond, c'est fini. D'ailleurs, à cet effet, les plus grandes compagnies, Sony, Warner, Atlantic,
tout ça, ont des entrepôts immenses, gigantesques, un peu partout à travers le monde, tempérés, où ils gardent les rubans d'enregistrement originaux des artistes. Oui. Et il faut que ce soit contrôlé parce que si c'est trop froid, ça casse. Si c'est trop chaud, ça fond. Tu peux pas avoir toute la collection des Beatles qui vient de fondre parce qu'il a manqué. C'est ça. Il n'y a pas d'air climatisé. Ah, la clim, elle fonctionne un peu. On vient de perdre des bandes. Exactement. Fait que c'est un médium, quand on parle de ruban, qui est plus sensible, qui peut peut-être moins bien vieillir. Si tu n'as pas les moyens de bien les conserver. Les grandes compagnies l'ont. Fait que ça, c'est correct. Mais si on parle de la cassette que le monsieur, madame, tout le monde avait... Ben, même chose. Sur ton dash de char, là, ils font. Au soleil, fondu. Je me rappelle d'avoir passé beaucoup de temps à rebobiner avec aussi. un crayon. Là, moi aussi. La bande à pète, puis tu mets du papier collant, ça fait un peu bizarre dans la toune, mais ça marche. Oui, c'est ça, mais ça marche pareil. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que ça, c'est la cassette. C'est les médias. Il y en a qui sont jeunes, puis ils nous entendent parler de cassette. Ils sont comme, what the fuck? Parce qu'il y a eu la 8-track aussi à un moment donné. Ouais, ça, moi, c'est. Non. Tu n'as pas connu la 8-track? Non, j'ai pas connu moi, je l'ai track. connu, la 8-track, mais pas. Je ne l'achetais pas. Mes parents avaient ça. Ah. Puis c'était une grosse bande large. Il y avait 8 tonnes. Oui, c'est par côté, non? Non, je ne sais pas trop, mais quand tu pesais pour changer de tonne, ça faisait comme si tu shiftais un char. Ah, OK. Puis la bande, elle descendait d'une track à l'autre. Ouais. La toune était... Je n'ai jamais trop compris le concept, mais c'était ça. C'était une grosse cassette. Mm-hmm. Si tu avais une collection, il fallait que tu aies une grosse valise de char. Si tu voulais qu'avoir si tu écoutais beaucoup de musique, il fallait que tu aies un gros char. Ouais, c'est ça. Le char à côté de moi. Le char à côté, ouais. C'est ça. Donc, la cassette, ouais. Au niveau... Je sais pas pourquoi je te gosse avec la cassette. Tout le monde disait, qu'est-ce qu'il veut que c'est crises de cassette? Ah non, mais j'en ai eu plein de cassettes, puis ça s'en a Tu dis que... donc, si on compare, mettons, le disque, la cassette. Ouais. La cassette sonne on parle du vinyle, là, le disque, pas le disque. Le disque vinyle versus la sonorité de la cassette. J'ai pas de réponse Tu sais pas. Technique internationale. Pas grave, je m'essaye. Là-dessus. Je m'essaye. Parce que là, on sait déjà que le vinyle sonne mieux que les autres, mais on ne sait pas par rapport à la cassette. Selon plusieurs puristes et plusieurs articles sur Google. Non, mais il y a une raison. Il y a une raison pourquoi il y a une recrudescence de ça. Ouais. Il y a l'aspect expérience. Aussi. Qui est plus fun parce que tu as une grosse pièce, tu ouvres ça. Moi, je me rappelle, on ouvrait les disques des fois en 3 pages, puis il y avait du contenu, mais pleine grandeur, les textes et tout ça. Ouais. C'était le fun. On avait le disque dans les mains. C'était comme précieux. On respectait la musique. On la prenait du bout des doigts. On la plaçait. Entièrement d'accord. Que là, aujourd'hui, ton téléphone, tu te garoches à terre, tu t'en sacrifies. Et tu ne vois plus jamais les pochettes ni les faces des artistes qui jouent. Tu ne vois pas l'artiste, tu ne connais pas son histoire. Ce que tu connaissais dans le temps. Dans le temps, tu avais un attachement plus proche. Absolument. De ça que tu as pu. En tout cas, c'est pour ça que ça revient en mode, je pense. Le monde, il manque. Oui. Ça donne, je suis d'accord avec toi. Ça revalorise la musique en soi. C'est un art. C'était, écoute, en arrière, je parlais du sofa au stage, là. Il y a plein d'étapes entre les deux, mais ça fait partie de ça. C'est une religion. La musique, c'est un culte, c'est un mode de vie, c'est une forme d'expression, ça change des vies, autant quand tu en fais ou quand tu es le consommateur de la musique, ça crée des émotions que tu peux avoir un high au naturel sans avoir besoin de drogue. Ouais. Tu peux écouter une chanson puis ça peut t'apporter un feeling absolument incroyable, une euphorie, une tristesse, une joie. Écoute, c'est près du cœur. C'est une émotion. Faut que tu penses qu'il y a une couple de gars. Ça a pris quelqu'un pour l'écrire, mais ça a pris une couple de gars pour la jouer, une gars et de filles, inclusivement, évidemment, pour jouer les chansons, pour nous amener ça à nos oreilles. Des plus grands classiques de tous les temps, je veux dire, des grands chanteurs, des grands interprètes, mais des grands écrivains aussi, et des grands ingénieurs pour capturer ça, et des grands visionnaires pour faire la mise en marché, et des gens comme des éditeurs ou des distributeurs ou des maisons de disques qui ont su placer la chanson, la sortir au bon moment dans les radios, la placer sur le bon film, la bonne télésérie, pour créer cette émotion-là pour les gens. Mais parlant de moments, ça m'intéresse, cet aspect-là. On a parlé ou on est tombé. En tout cas, tantôt, on est tombé là-dessus, les moments. Le moment que quand tu sors une toune, parce que tu as des saisons, il y a des moments propices à sortir de la musique dans l'année. Oui, absolument.
Et puis, comment ça... C'est quoi? Moi, je te garoche des questions ultra vagues. C'est pas mon métier, hein, poser des questions. Je prends un podcast. Puis... mais néanmoins, comment ça se réfléchit, ça? Le lancement d'une chanson par rapport à une saison ou peu importe. Là. Écoute, je te dirais... Il y a 2 grosses saisons de lancement. Il y a le printemps et il y a l'automne. Okay. L'été, c'est bien simple. Les pistes de lecture des chansons qui vont jouer l'été sont faites avant que les directeurs musicaux partent en vacances. Okay. Ce qui est un peu normal. Ils font la programmation pour l'été, puis ça reste là. Fait qu'il n'y a pas de nouvelles chansons, entre guillemets, qui sont ajoutées. Écoute, rendu à Saint-Jean, il est trop tard. Okay. Il faut soumettre les chansons, écoute, au plus tard, là, début juin, au plus tard. Okay. Parce que les programmations sont faites, puis ça roule juin, juillet, août. Septembre, c'est une grosse période de lancement, parce que c'est le retour à l'école. C'est mentalement, pour tout le monde, comme on a tous été à l'école 20 ans minimum, ou à peu près, c'est là où il y a la rentrée scolaire et radiophonique. Fait que c'est les nouveautés, les nouvelles téléséries à TV, la rentrée à l'école, les nouvelles tunes à radio, les nouveaux albums, les nouveaux singles, tout ça. Puis c'est comme une course jusqu'au 1er novembre où, en théorie, tu ne sors plus rien sauf des chansons de Noël. Okay. Les radios embarquent dans les rotations les chansons qui sont embarquées en septembre, qui vont jouer septembre, octobre, novembre, qui vont continuer de jouer en décembre. Mais si tu n'es pas rentré avant le 1er novembre, les chances sont minces. Ouais. Parce que c'est le temps de Noël. Puis tout ça. Le 26 décembre, toutes les chansons de Noël débarquent systématiquement. Ouais. Puis du 26 au 31 1er, on entend les chansons du Réveillon au jour de l'an, tout ça, festif. Puis la nouvelle musique, écoute, il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent janvier, février, il y en a. Puis de plus en plus, avec la distribution numérique, ben, tu peux te permettre de sortir quand tu veux, de toute façon. Mais l'autre grosse période, c'est mars, avril, mai. Là aussi, il y a beaucoup de lancements d'albums. OK. Pour avoir un extrait qui va probablement jouer pour l'été, puis choisir une chanson qui pourrait être ton prochain extrait pour l'automne. Fait que pour l'été, tu veux quelque chose de peut-être plus léger, joyeux, le fun. Ouais. Puis pour l'automne, ben, tu peux être un peu plus gris, un petit peu plus profond, un petit peu plus pesant, entre guillemets. Ah oui. C'est comme des stratégies de couleurs, de marketing. Parce que tu sais, l'été, ici, il y a 2 saisons. Hein? Il y a l'hiver et la construction. Ouais. Donc, il faut faire attention aux chansons qu'on envoie pendant la saison de la construction. Il faut que ce soit joyeux. T'sais. C'est bon, ça. C'est un détail que les gens ne pensent pas non plus. Non. Voilà. Qui fait partie du milieu. Mm-hmm. Es-tu déjà arrivé des fois... En studio, que tu reçois un artiste, un chanteur, chanteuse, peu importe. Puis ça marche pas. C'est pas la qualité ou le talent. On nomme pas. On fait juste dire, c'est-tu déjà arrivé que tu as quelqu'un en studio et tu fais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Ou comment tu gères ça? Parce que ça arrive. Ben écoute, tu mets ton chapeau de professionnel et tu termines la session. OK. Puis quand la session est terminée, ben là, t'envoies un courriel ou t'appelles la personne pour dire, ben écoute, je sais pas si ça va marcher, je suis pas sûr qu'on voit les choses de la même façon, ou je sais pas, finalement, j'ai un autre contrat, ou quelque chose. Tu patines, comme plusieurs autres situations dans la vie, finalement. J'ai été chanceux, c'est pas arrivé souvent, mais oui, c'est arrivé. Absolument. Je te dis deux fois là, que je pense, qui est évidemment pas beaucoup dans, disons, les derniers 20 ans. Là. Ouais. Mais oui, c'est arrivé à 2 reprises. Je me suis dit, non, soit le courant passe pas entre l'artiste et le réalisateur, parce que c'est comme une relation, c'est une relation de confiance, c'est une relation d'émotion, puis c'est une relation qui tu sais, c'est très personnel. Si la personne qui va chanter en arrière du micro, elle se sent pas bien, les cordes vocales vont être crispées. Ouais. Et puis, ça ne donnera pas le résultat escompté. Là. Fait qu'il y a une portion de la job d'un réalisateur qui s'appelle « setter le mood ». Okay. Fait que, tu sais, bon, bonne lumière, bon éclairage, t'as-tu une bouteille d'eau, t'as-tu un café, t'as-tu faim, t'as-tu frette, faut que tu t'ailles aux toilettes avant d'aller au micro. Tu sais, bon, tu t'assures. Si tu fais un bon setup, il y a des bonnes chances que quand tu payes sur play, ben, ça fonctionne. Tu sais, la personne va être décontractée. Dans le fond, tu t'assures de mettre les conditions favorables pour l'artiste, avant l'enregistrement, ça aille bien. Là. Oui, parce que la personne n'arrive pas chez vous. Tiens, donne-moi ton manteau, parfait. Le bout, il est là, rentre. On va passer sur play. Tabarouette, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Fait que faut que ce soit détendu, il faut que ce soit relax, l'ambiance soit bonne. Tout ça. Fait que oui, il y a une portion de ça. Puis dans ces 2 cas-là, que je me rappelle, une fois, c'était l'artiste qui était peut-être, qui chantait comme quand même assez faux.
Ouais. Fait que ça, c'était comme non. Moi, non, il y a trop de... C'est trop compliqué, tu pars de trop loin, là. Il y a plus l'autotune a des limites. Ben, c'est comme vouloir une auto complète, mais recevoir 4 nœuds. Là, tu te dis, tabarouette, manque la carrosserie puis le moteur, on est loin, là. T'sais? Parce qu'il y a un logiciel qui s'appelle Autotune, il y en a d'autres aussi, qui permettent de venir ajouter des petites imperfections vocales à certains emplacements. Ça arrive des fois. Le chant, toute la toune, le bout est parfait, mais il y a un petit bout à corriger. Ouais. Puis ça se fait. Oui, ça se fait absolument. Ouais. Mais quand c'est tout. Quand c'est trop grande portion de la chanson, là, c'est moins. Tu dis, attends un peu, je pense que va faire changer de chanter mon chien, ça va être meilleur. Ça peut ressembler à ça, oui, c'est ça. Fait que oui, dans ce cas-là. Puis dans l'autre cas, ben écoute, c'était une question de composition, direction puis d'interprétation. OK. C'était un bon chanteur-chanteuse, on dira pas. Mais c'était comme, tu devrais chanter comme ça. Non, mais moi, je veux chanter comme ça. OK, mais je pense que ce serait mieux si tu chantais comme ça. Non, moi, ça va comme ça. Fait que ça a été des fois, tu peux l'essayer. Ça a été la fin de la collaboration. On l'a essayé dans 2 cas, mais ça ne marchait pas. Ouais, toute ta version était vraiment meilleure. Ça peut arriver des fois. Oui, c'est ça que je pensais. Ça arrive. La vision artistique, c'est... Mais j'étais chanceux. Ouais. J'étais chanceux parce que c'est pas arrivé souvent. Parce que moi, j'ai déjà fait des auditions avec des chanteurs dans qui étaient drôles un peu. Groupes. Oui. Puis, j'ai joué de la musique pendant longtemps, puis on a eu des groupes. J'ai joué dans des gros groupes aussi. Puis c'était drôle. Les sessions d'audition musicale, je pense que ça pourrait être un sketch en soi. Mm-hmm. C'est drôle. Du monde qui ont zéro capacité. Ouais. Puis ils se présentaient, puis j'étais là, les gars... Tu savais pas, Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? C'était drôle. On était crampés, toute la gang, à l'écouter chanter. Mais on y riait en face. C'était trop drôle. C'était trop ridicule. C'était comme dans un Normand Lamour, un peu, genre. Là, voilà. Fait que... OK. Donc, ça, c'est arrivé. Puis, as-tu déjà eu des problèmes techniques? Non, peut-être que tu ne voudras pas en parler, mais je vais te poser la question. As-tu déjà eu un problème technique ou une panne de courant qui est arrivée dans un bout? Tu sais, c'est dur d'aller chercher le mot des fois. Ouais. Des fois, tu l'as. C'est la bonne. Celle-là, c'est la bonne take. Puis, un problème technique, t'es venu te fucker ça. Écoute, de mémoire, non. C'est déjà arrivé de perdre le courant en studio, dans un studio professionnel et dans le studio chez nous. Encore une fois, j'ai été chanceux, pas trop souvent. Peut-être une fois dans un studio professionnel, puis une fois chez nous. Puis ça fait que oui, ça se termine quand même assez rapidement parce que une demi-heure plus tard, 45 minutes plus tard, il n'y a plus d'électricité, tu peux pas opérer. Puis là, le mood est comme parti. Là, ça ne te tente plus de travailler. Fait que, tu remets le power 1h15 plus tard. Ouais, finalement, tu sais. Ça marche plus. Des fois, c'est assez compliqué de starter la machine une fois que c'est parti. Là, Puis déjà arrivé, je te pose la question encore, j'aime ça. Des incidents de studio rigolos, des instruments qui pètent, du monde qui plante pendant qu'il joue, Écoute, des straps de guitare qui pètent pendant faire une part, oui, c'est déjà arrivé. Des cordes de guitare qui pètent pendant que tu grooves, ça, c'est fréquent. Écoute, j'ai déjà échappé à un de mes claviers que j'étais en train de bouger, qui a pété. Écoute, moi, je suis quand même toujours un peu religieux avec les verres d'eau puis les bouteilles d'eau qui se déplacent avec l'électronique. Ça doit être stressant. Parce que... Les verres d'eau, attends un peu, on va juste revenir à ça. En studio, les verres d'eau, tout ce qui est liquide. Ouais, fais attention. Parce que si tu passes ton verre au-dessus d'une console qui peut valoir des fois... oui. 200-300 000 facile. Ouais. 200-300 000 $, tu échappes ton verre d'eau là-dessus, tu passes une mauvaise journée. Puis il y a des consoles en ville, là, c'est des 4, 5, 600 000 $ pour les consoles. Puis c'est justement parce que j'avais entendu parler d'une histoire d'horreur d'un café dans une console, dans un des gros studios, que là, tu te dis, oups, il faut faire attention. Ça et faire des backups. Le café, raconte-moi donc ton histoire de café. Ben, c'est quelqu'un qui, pendant une session, avait son café et était debout, puis écoutait la musique, puis était dans la musique parce que c'était bon, mais il était debout, puis il y avait un café. Puis en bougeant, c'est accroché dans la chaise, puis café sa console, puis ça a fait des sparks puis des flamèches, puis ça a dû coûter une fortune à réparer. Oh. Fait que là, tu te dis, oups, OK, t'as une minute. Mettons, ça vaut 500 000, ton café, tu peux le boire là-bas, tu sais. Sinon, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de bouteilles fermées en studio. Réutilisables, bien sûr, depuis quelques années.
Ben oui, c'est ça. Fait que des contenants de liquide fermés près des équipements audio. Puis l'autre anecdote de studio, écoute, je faire des backups parce que si ton disque dur saute, puis toute ta vie, tes derniers 8 ans de travail est sur le disque dur qui vient de sauter, ben là, c'est comme si tu avais perdu les archives nationales. Ouais. C'est un peu ça parce que tous les artistes avec lesquels tu travailles comptent sur toi. Donc, il faut que tu sois un bon gardien. C'est un détail important à penser. Hein? Oui. Tout ton volet, garder ton stock en plusieurs copies. Ouais. Parce que un disque dur, quand ça plante, ouais, c'est souvent au moment que ça donne que tu en as besoin. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ça peut arriver ça aussi. Ouais, mais j'ai arrivé, moi, en tout cas, voilà. au moment qu'il fallait remettre un petit backup. Puis il n'y a pas de backup. Puis pas le CD, mais le disque sauté. Puis c'était comme, bon, OK, on refait la tonne au complet. Oui, c'est ça. C'est ça qui peut devenir un peu plate. From scratch. Exactement. À faire attention. Est-ce que tu utilises le cloud beaucoup? Oui, j'en ai sur le cloud. J'en ai beaucoup sur Dropbox. Ouais. J'ai pris un Dropbox Pro, puis il y a beaucoup de stock là-dessus. Oui, absolument. As-tu une autre copie de ça ailleurs en plus? Oui, le disque dur à la maison. Fait que sur iCloud, en ligne, et puis le disque dur à la maison. Oui, absolument. Sur plusieurs disques durs différents. Je ne mets jamais plus que comme 3-4 projets sur un disque dur. Ouais. Fait qu'il y a plusieurs disques. Si tu perds le disque, tu ne perds pas toute la carrière au complet. Si je ne perds pas mes derniers 20 ans. Là. Parce que ça arrive quand un client vient te revoir. Puis, hey, ce qu'on a travaillé, on va faire une nouvelle réédition de absolument, ça peut arriver. Cette chanson-là. Là. Ouais. OK. Ouais. Bon, écoute, ça fait 1h55. On va en couper des petits bouts. Mais on a un bon podcast, j'ai l'impression. Bien. Parce qu'on parle de choses qu'on n'entend pas souvent. C'est vrai. T'sais, la qualité de la musique, les différents médias, la distribution de l'argent. On a parlé pas mal de ça. Tu as des beaux projets en ce moment. Là, tu travailles des projets, je pense, avec Annick Jean, si je ne me trompe pas. Oui, on est sur une télésérie qui s'appelle Esquad 99, dirigée par Patrick Huard, qui va sortir en 2020, qui est super cool. C'est une adaptation de Brooklyn Nine-Nine. Okay. Ça va être une version en français. Oui, puis je donne un bon coup de pouce pour ce qui est la musique là-dessus. Puis on a déjà fait 2 courts-métrages ensemble. Fait qu'on a déjà une belle relation de travail. C'est vraiment cool. Ouais. OK. As-tu d'autres albums en production en ce moment que tu peux parler? Parce que je sais qu'il y a J'ai beaucoup de sessions d'écriture avec beaucoup d'artistes présentement. Ouais. C'est toujours un petit peu la game. Nous, c'est de voir si la chimie passe, si l'énergie est là. Fait qu'on se rencontre plusieurs artistes, on écrit une chanson ou 2, puis on voit comment le projet évolue. Puis d'habitude, ça se convertit en projet à plus long terme. Ouais. OK, parfait. Puis la tendance aujourd'hui, penses-tu que la tendance est plus au single ou à l'album complet ou... parce qu'on voit que les tunes sont consommées de plus en plus individuellement. Ouais. Puis des fois, on se demande pourquoi on fait 10 tunes si on en fait 10 tunes pareil, mais pourquoi on fait un album, c'est plus rentable les vendre à l'unité, en pièces détachées. Moi, je conseillerais fortement de faire des singles ou des EP aux artistes qui débutent parce que c'est moins long processus, c'est moins coûteux. Puis oui, tu as raison. Écoute, le média physique ne vend presque plus. Tu peux toujours t'imprimer 500 copies puis faire plusieurs spectacles puis espérer toutes les vendre. Mais puis c'est correct quand tu n'es pas signé, là, évidemment. Mais je pense que le média physique, si la tendance se maintient, Radio-Canada prévoit que... Non, écoute, le média physique va être appelé à disparaître. Fait que ça va être une game de streaming en ligne, comme c'est déjà établi. Puis la technologie va évoluer aussi au niveau de sonorité, parce qu'il y avait un projet que Neil Young travaillait, je pense. Oui. Je ne connais pas le détail. Je pense que ça n'a jamais vu le jour, malheureusement. Mais c'était pour avoir une version numérique avec une meilleure définition. Oui, comme on parlait de Tidal tantôt, je pense qu'il offre une meilleure résolution audio pour un premium par mois, évidemment, 2 fois le prix, mais tu peux l'entendre en meilleure qualité. Ça peut être intéressant, ça. Oui. J'ai sauté un peu du coq à l'âne parce que je m'en allais dans une autre direction totalement, mais c'est moi, ça, je suis fait de même. Donc, c'est ça. Donc, projet avec Annick Jean, que tu viens de parler. Quoi d'autre? Avec d'autres artistes, tu es en session d'écriture pour faire d'autres albums. Absolument. Et qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Dans le fond, as-tu quelque chose à plugger? Écoute, j'ai une boîte qui s'appelle melophonics.com dans laquelle on a 4 auteurs-compositeurs hors pair. Luca Liberator, Serene Vartanian, Christophe Trépanier
et Jean-Sébastien Batchou. Puis on écrit plusieurs chansons, on collabore avec beaucoup d'artistes. Ouais. Tu vois, je les ai en... Là, on parle d'écriture musicale ou texte? Écriture musicale et texte aussi. Ah oui, aussi, OK. Tu vois, Serene très forte avec les textes en anglais aussi. Fait qu'on a j'ai des compositeurs vraiment hors pair. Fait qu'on est une équipe vraiment complète. On peut écrire vraiment des chansons custom pour les gens qui viennent nous voir sur des thèmes très variés, dans des styles musicaux aussi variés. Oui. Et on aura des belles choses à annoncer au mois de février. Ouais. Et dans la continuité de la chose, oui, je veux dire, je vais offrir de plus en plus de services. Oui. Moi, Connex, probablement quelque chose de le fun au niveau de compagnie de disques, une association qui s'en vient en début d'année. OK. Puis, tu as aussi, tu fais des vidéos aussi sur de l'équipement. Oui. Qui est... Ça s'appelle Parlons Gear. Je me suis amusé. J'ai rencontré les gens, les représentants d'une compagnie canadienne qui s'appelle HHB Canada, qui représente les plus grandes marques du monde entier dans le matériel audio professionnel. Puis on a fait un genre de partenariat d'échange de prêts d'équipement pour tester les produits. Fait que je peux les avoir pendant une semaine, un mois, 3 mois du matériel jusqu'à temps que je puisse les utiliser comme il faut, faire des enregistrements de qualité, puis faire un review, un genre de vidéo test pour eux en échange pour les remercier. Je l'ai vu passer sur Facebook et Instagram. On a vu ça passer. Exactement. Puis le site Melophonics. Oui. On va juste l'épeler. Melophonics pour les gens. melophonix.com. C'est là qu'on. Je la demande qu'ils l'épellent parce que ça peut sonner. Ça peut sortir différent. Selon ça aurait pu être ICS. Ça aurait pu être Phonics ICS. Mais j'ai mis un X juste parce que j'adore Astérix et Obélix. Voilà. Donc, écoute, je te souhaite que tes projets continuent à bien aller comme ils le font déjà. Merci, aussi tes nouvelles alliances. Je te remercie beaucoup d'être venu faire ton petit tour sur le podcast. Ceci conclut l'épisode numéro 3 du podcast Envoie donc avec Jay Lefebvre. Encore une fois, on vous invite à liker, à partager sur les médias sociaux et à donner vos commentaires. C'est très le fun d'avoir une rétroaction de votre part sur ce qu'on fait. Et ne manquez pas, le prochain épisode, vous avez juste à suivre les médias, vous allez voir ça passer. Le prochain épisode, c'est avec Marie-Lise Pilote qui nous parle de sa carrière, de son entreprise aussi, Pilote et Filles. Ça va être aussi une très bonne émission. Donc, c'est à suivre tout le monde. Merci d'avoir écouté et au revoir.